Bonsoir, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission et merci pour votre fidélité renouvelée un peu plus de 5 semaines avant l'ouverture officielle de la campagne présidentielle en vue du choix d'un président de la République le 7 octobre prochain. La scène socio-politique retient son souffle alors que l'opposition est attendue sur le chantier d'une candidature unique. Sur le terrain de la pré-campagne, c'est encore la cacophonie au sein des états-majors politiques et la question d'une coalition reste lancinante. De l'autre côté, la situation sécuritaire reste préoccupante dans le nord-ouest et le sud-ouest pendant que des initiatives pour un retour à la paix durable n'acquièrent pas systématiquement l'assentiment de tous. C'est par exemple le cas de la All Anglophone Conference, une idée du cardinal Christian Toumi et du docteur Samuel Munzu. Programmé à la fin du mois d'août 2018, le rendez-vous est renvoyé en novembre prochain après avoir essuyé des réserves des diverses parties prenantes. Incursion dans les coulisses de la campagne, du moins de la présidentielle de 2018, analyse de la situation sécuritaire, du report de la All Anglophone Conference et tractation électorale. Voilà l'essentiel du menu de ce soir avec 4 invités. Donc le père Ludovic Lado, prêtre jésuite, analyste sociopolitique. Bonsoir mon père. Bonsoir. Merci de cette amitié renouvelée que vous nous faites. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et juste en face de vous, c'est Elie Smith. Bonsoir Elie. Bonsoir Dipita. Jusque-là, je vous présentais comme journaliste, mais ce soir, je suis obligé de dire que vous êtes le porte-parole de la All Anglophone Conference. L'un des porte-parole, c'est le cardinal qui m'a demandé de le faire, donc j'accepte quand un éminent homme de Dieu vous demande un service pour votre pays. L'église ou de Dieu? Ça dépend. De rendre un service à votre nation, vous êtes obligé de le faire. Je ne me suis pas trompé. Evan, bonsoir. Bonsoir, député. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Membre du comité central du RDPC. Titulaire. Membre titulaire du comité, c'est même quoi là? Je me dis, c'est quoi la valeur? Tu as l'habitude d'inviter les suppléants. Okay. Ça vous donne plus de points en tant que militant ou moins de points, moins Non, mais plus de parce que pertinence? un membre titulaire, je ne vois pas en train de dire en direct sur une télévision qui finance la campagne d'un candidat concurrent du parti auquel il appartient. Et puis à ma droite, Sambaka, Cyril Sambaka, le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. Bonsoir Cyril. Bonsoir député, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci évidemment à vous tous d'être là ce soir. Merci à vous également à la maison. On va prendre la transition et se lancer dans le débat. On n'a pas de retour ici. Elie, je me permettrai de commencer par vous sur évidemment le report de cette grande assise qui est attendue. Évidemment, beaucoup sont plus ou moins unanimes sur la pertinence d'un rendez-vous comme celui-là, même si les détails ne satisfont pas forcément toutes les parties prenantes éventuelles. Le gouvernement a dit ce qu'il en pense. Tout à l'heure, le REDAC, à travers Maximilienne Gombe, sa présidente exécutive, a également dit ce qu'elle en pense. Et bien d'autres instances de la société civile ont dit. Alors, je veux dire, pour vous, quelles sont les motivations réelles du report de cette assise? Les motivations réelles sont uniquement pour qu'elle doit réussir. Donc, il faudra que ça soit inclusif. Vous savez, c'est une conférence intra-anglophone. Et il faudra que tous les courants de pensée et des idées dans le Cameroun occidental puissent être réunis, et aussi quelques observateurs francophones, parce qu'il faudra que, je sais, à l'annonce de cette conférence, cette initiative, il y a eu des gens avec de mauvaises foi caractérisées qui ont dit de tout et n'importe quoi. Donc c'est aussi bien que tout le monde soit inclus, parce que le problème, c'est l'avenir du Cameroun. Est-ce à dire que le choix de fin août n'était pas suffisamment pensé, n'était pas suffisamment mûri? Non, c'était suffisamment pensé. Vous savez que nous sommes les êtres humains et que quand vous avez une idée et il y a un certain lever de boucliers comme on a vu à un certain moment, il faudra prendre ça en considération et se dire que, parce que je crois que les présidents n'ont pas voulu que, n'ont pas voulu que demain, ceux qui ont causé les problèmes actuels ne se cachent pas pour inventer les autres. Moi, je pense que quelqu'un comme le cardinal, c'est quelqu'un qui aime ce pays, et tout homme de Dieu veut que ce pays soit stable et que ça progresse. Donc,
1 mois ou 2 mois pour qu'on organise une assise qui va réussir pour que le Cameroun ne devienne pas, comme je le dis souvent, même avant que je ne fasse ce que je suis en train de faire, notre souhait, tout le monde ne veut pas que le Cameroun soit une seconde République démocratique du Congo, Somalie ou tous les autres pays qui ont échoué. Il est important que la paix revienne et que toutes les personnes et il n'y aura pas de tabou. Tous les points de vue doivent se représenter. Alors, Père Lado, sur la forme, vous y voyez le cardinal Tomi dans sa posture de berger de l'Église ou alors de sage de la République. Vous dites quelle peut être la position ou alors la stature de l'homme qui prend l'initiative, une initiative comme celle-là? Bien, je crois que jusqu'ici, on a surtout insisté sur la personnalité du cardinal, mais n'oublions pas que c'est une initiative conjointe. Donc, c'est vrai qu'il a pris les devants, mais c'est une initiative de quelques leaders religieux. Et je crois que le Cameroun n'est pas le premier pays, ni en Afrique, ni au monde, où dans des situations aussi graves, des hommes ou des leaders religieux ont pris les devants pour essayer, n'est-ce pas, de frayer un chemin vers la paix. Tout le monde sait que, plus ou moins, on a l'impression de se retrouver dans une impasse aujourd'hui. C'est-à-dire, on est face à une situation, encore une fois, très grave et personne ne sait exactement par quel bout il faut la prendre pour retrouver, n'est-ce pas, le chemin de la paix, de la stabilité. Et je crois que là, c'est une perche tendue. Ce n'est pas une initiative parfaite. On pourrait avoir à redire sur les contours, mais quelle est l'alternative? C'est ça. Moi, je me dis, c'est une porte entrouverte. Voyons ce qui peut en sortir. Voilà, donc je me dis, donnons-leur une chance. Voilà. Et ça peut être la chance du Cameroun. Even comme l'initiative n'est pas parfaite, comme dit le Père Lado, et du coup, le gouvernement a trouvé 2 ou 3 choses à redire. Mais ce n'est pas que le gouvernement qui a trouvé 2 ou 3 choses à redire. Vous avez introduit vos sujets en faisant comme si tout le monde était unanime. Moi, je vous donne mon nom personnel. Personnellement, je pense que c'est une initiative qui, même si elle pouvait être fondée sur de bons sentiments, aimez-vous les uns les autres, était une mauvaise initiative. En quoi? Amenée par des gens qui avaient des agendas cachés. Je ne pense pas que des gens de ce niveau puissent se tromper de calendrier à ce point, sur la forme comme sur le fond d'ailleurs. Vous ne pouvez pas avoir une très bonne initiative qui peut être aussi la source d'une division et l'introduire à 2 semaines de l'ouverture d'une campagne électorale. C'est que vous voulez créer la confusion. Encore une fois ici, il faudrait qu'on précise quelques principes quand même sur lesquels repose notre pays. Nous sommes dans une république laïque, d'accord? Et puis nous ne sommes pas tous catholiques ou musulmans, il y a même des animistes dans ce pays. Donc dans une république, chacun doit rester à sa place. Il y a des gens qui se prennent pour le phare du monde, la lumière. Est-ce que la recherche de la paix doit être exclusivement réservée à une certaine catégorie? Que je vous dise, d'abord, il y a une sémantique qui est trompeuse quant à la nature même de cet événement. Lorsque mon ami Elie dit que c'était les religieux, comment ils appellent les hommes de Dieu, les hommes d'église. Mais moi, je connais Monzou depuis qu'il est tout haut comme ça. Je ne sais pas à quelle heure il a été au séminaire pour devenir homme de Dieu. Non, c'est une initiative par des gens, pris par des gens engagés qui ont le droit d'avoir des opinions sur la question. Mais je pense que sur le plan de la forme, elle n'entrait pas dans un cadre de la République, elle troublait plutôt la réalisation. Deuxièmement, sur le fond, Elie et moi, nous avons eu cette discussion, on peut la recommencer, et même y compris autour de cette table. Je pense que pour résoudre un problème qui doit concerner tous les Camerounais, parce qu'il s'agit quand même de notre unité, il faut éviter des associations ou des organisations qui frisent plutôt une dilution encore accélérée de l'unité. Parce que ce que nous recherchons maintenant, c'est de créer les conditions de confiance pour rester dans l'unité, donc conforter le sentiment d'appartenance. Alors quand vous commencez à prendre une initiative, on dit tous les anglophones, imaginez si on voulait faire une conférence tous les francophones, qu'est-ce que ça ferait dans le contexte actuel? C'est possible, vous faites une conférence, tous les Bassa, tous les Bamlékés, tous les cours, les grands, les nains et tout ça. C'est une façon de saucissonner la République que je ne comprends pas. Donc, on peut avoir de bons sentiments, je le crois, mais je pense que ça a été mal amené. Bon, maintenant, réjouissons-nous, c'est derrière nous. Ça ne va pas troubler le calendrier républicain.
parce que le peuple souverain va s'exprimer en grande partie sur cette question, et que ça ait lieu après les élections, c'est une très bonne initiative pour que la paix, un minimum de paix soit... Vous avez le même sentiment, Sambaka, la période n'est peut-être pas bien choisie, vu le contexte pré-campagne électorale? Je dis, je ne sais pas finalement qui avait l'agenda caché. Parce que l'impression que ça me donne, c'est qu'il y avait un agenda caché et que cette conférence venait troubler cet agenda caché. Or, moi, je suis un homme politique. Donc, pour moi, j'aimerais aller à des élections sereines, n'est-ce pas, où tout le monde peut s'exprimer. Or, dans le cas d'espèce, je pense qu'il est clair. Et je recevais encore tout à l'heure mon représentant dans le groupe Manengouba pour prendre des renseignements. Il est venu, qui me disait c'est pas facile, c'est très très difficile là-bas. Et les camps même n'existent pas. Puis il ne faut pas envisager de venir faire campagne. Voilà, ce sont les conseils à l'interne du parti. Vous comprenez donc que ça va pénaliser ça va pénaliser des partis politiques dans la compétition. Et je pense que si on est honnête, on devrait peut-être dire que le Sud-Ouest et le Nord-Ouest ne devaient pas compétir. Et si le Sud-Ouest et le Nord-Ouest ne compétissent pas, vous pouvez comprendre que les résultats qui vont sortir de ces urnes ne seront pas des résultats fiables. Parce qu'il y a des partis politiques qui se sont implantés depuis de nombreuses années et qui, ma foi, aujourd'hui vont être pénalisés. Donc, agenda caché, qui a caché le premier agenda? Parce que, à la lumière de ce que je vois, c'était pour les élections présidentielles. Il fallait qu'on mette tout de côté, qu'on mette tout le Cameroun en stop pour que les élections présidentielles se déroulent. Mais nous, en tant que politiques, nous allons à ces élections, on aurait souhaité que tout le Cameroun y participe. Or, je pense que si on renvoie une pacification après les élections, ça veut dire que pendant les élections, il n'y aura pas de pacification. Donc ça, c'est ça qui nous embête un peu dans cette affaire. Et moi, je me dis, all anglophones, ils ont reculé. Ils ont reculé. Bon, je pense que aussi ça, on peut dire que c'est parce que il faut, quand on recherche la paix, on ne va pas dans les confrontations. Bon, maintenant, il faut rappeler et rappeler encore que si une initiative comme ça a été prise, c'est précisément parce que de l'autre côté, on posait la question de savoir, nous allons discuter avec qui est représentatif, etc., etc. Pour terminer, j'aimerais dire que moi, j'ai réuni ma famille, nous causons, dans notre foyer, au niveau du village, on cause, dans Pourquoi est-ce que les Camerounais ne doivent pas se parler entre eux? Les Camerounais doivent se parler. C'est parce que les gens se parlent qu'ils avancent. Mais les gens qui ne se parlent pas n'avancent pas. On a une situation, tout ce qui peut être regroupement pour que les gens parlent, qu'ils dialoguent, qu'ils échangent, c'est quelque chose de positif. Hervé, et puis... Je suis heureux que vous m'ayez, comme d'habitude, invité face à 3 personnes qui discutent une position. Et moi, vous savez que j'aime cela, ça me met à l'aise. Comprenons-nous très bien, mon cher Sam, toi qui fais la politique, nous la faisons tous les deux. Il faut que les choses soient claires. Tout le monde a besoin que tout le monde se parle. Mais il y a quand même un rappel à l'ordre. Là, je suis heureux de ton intervention parce que voilà le premier masque qui tombe. Certains ne le savent pas, moi je le savais. J'appartiens à la catégorie de ceux qui pensaient qu'un des objectifs cachés était celui-là. Il y a des gens qui spéculent pour que les élections n'aient pas lieu à temps dans le calendrier de la République. C'est totalement inadmissible. Deuxième chose, tu le sais très bien au niveau des responsabilités que tu as, l'élection présidentielle obéit à des principes quand même de droit. Parce que ça va dans tous les sens. Là, maintenant, on est dans le délire général. D'abord, la circonscription de la présidentielle, c'est tout le Cameroun. Et personne, aucune région ne peut prendre en otage le peuple souverain lorsqu'il doit s'exprimer sur son destin. Et je pense que l'honnêteté, ici encore, il y a des hommes honnêtes, parce que là maintenant c'est le mercato de la débauche, la transhumance est générale, on ne sait pas qui fait quoi. L'honnêteté voudrait que ceux qui sont pour des projets tels que par exemple le fédéralisme, qu'ils l'écrivent clairement et le proposent au peuple souverain, qui disent voilà le projet auquel nous adhérons. Nous, notre candidat Paul Biya est pour un Cameroun un et indivisible, et voilà le projet que nous défendons. Que les sécessionnistes, même s'ils le sont à mi-temps,
disent, voilà, comment peuvent-ils être candidats à une élection pour un pays qui veut diluer? Bon, donc pour faire court aussi, ça, même si je peux me permettre de récupérer au moins le tiers du temps que je dois répondre à vos interventions, je pense que nous sommes tous pour la paix. Nous voulons qu'il y ait l'unité de ce pays. Enfin, c'est le parti que je pense auquel nous adhérons autour de cette table. Nous pouvons diverger sur les opinions, sur la manière d'y arriver. Mais il faudrait qu'on mette quand même un peu de bon sens et du respect de la République et surtout de la démocratie. Ceux qui veulent accéder au pouvoir sans passer par les élections, ils ont tort. Alors, je finis aussi, moi aussi, parce que je vais être bref pour que la parole circule. Les élections auront lieu et sur tout le territoire. Je ne sais pas au nom de quoi la visite interne de ton militant de Manengouba, Coupé Manengouba, peut être une information. L'UDC n'est pas le journal officiel de la République. Bon, maintenant sur le contenu, parce que vous le disiez tout à l'heure, que ce serait, d'ailleurs, je crois qu'on l'a plus ou moins relevé ici, ça doit être le carrefour entre tous les fils et filles du Nord-Ouest, d'abord, pour éventuellement chercher la solution. Est-ce à dire, ou autrement, devrait-on comprendre que la situation actuelle est presque essentiellement causée par les enfants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Bonne question. Non, ce n'est pas les gens du Cameroun occidental qui ont causé ce problème. Pourquoi tu précises ça? Ah oui, vous n'avez pas la parole. Non, je connais son nom. Allez-y. Je crois qu'on est dans... chacun a ses opinions. Le Cameroun occidental n'existe pas. Bah, écoutez, le problème de ce pays est, comme dans beaucoup de pays africains, est tout simplement parce qu'on refuse de respecter les lois fondamentales de nos pays. Et si nous voulons faire les modifications, nous devions le faire en respectant la déontologie ou la démocratie que mon cher Hervé est en train de parler. Les gens du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, ils ne sont pas la cause du problème de ce pays. Le problème de ce pays, honnêtement parlant, comme il a dit qu'on doit parler honnêtement, absolument, merci, est que nous avions un régime en place qui a refusé d'appliquer la loi. Et que même leurs propres décisions qu'ils ont prises, je crois qu'à la tripartite, de faire ce pays un pays décentralisé, ils ne l'ont jamais appliqué parce que nous avions des ultra-jacobins qui sont arrivés à Yaoundé. Et comme j'ai un ami qui m'a dit dernièrement que vous savez, quand on donne le pays aux pêcheurs et aux chasseurs, vous savez ce qui va se passer après. C'est ce qui me donne une boutade. J'ai dit quoi? Je crois ce qui se passe, c'est que leurs propres lois, ils ne savent même plus aller appliquer. Et aujourd'hui, on a ça. Le problème des gens du Sud-Ouest et du Nord-Ouest est que ils veulent seulement, ils aiment ce pays ici. Et donc, ils veulent qu'ils discutent entre eux. Parce que la notion que beaucoup de gens ont fait croire est que tous les anglophones sont des indépendantistes. C'est archi faux. Ou tous les anglophones, comme ils viennent de dire, bon, les sécessionnistes. Non, il y a peut-être 3 groupes de personnes. Il y a ceux qui sont pour la décentralisation qui n'a jamais été appliquée, qui est comme un serpent de mer. Et il y a ceux qui croient qu'il faut repartir à ce qui a créé le Cameroun moderne. Donc en 61, qui est un système fédéral à 2 États. Il y a aussi ceux qui pensent que il faut être indépendant. Alors, concrètement, oui. Qui sont ceux qui devraient prendre part à cette conférence? Quels sont les thèmes qui seraient sur la table de discussion? Quels sont les éléments de débat? Je suis un peu surpris que vous me posiez la même question. Le premier communiqué qui est venu le 25 a bien été clair. Ce sont tous les enfants du Cameroun occidental qui est devenu le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et deuxièmement, ceux du Cameroun oriental qui sont venus s'installer avant 61. Ils sont natifs de cette région. Et qu'est-ce qui doit être discuté? C'est les sujets actuels. D'autres personnes ont dit que qu'est-ce qui serait différent dans la discussion en dehors de ce qui a été discuté en 93 dans le All Anglophone Conference 1 and 2. Mais vous devez savoir que 25 ans après, les idées aussi ont évolué. Donc il faut discuter. Et autre chose, je crois que M. Sambakar a dit, par mauvaise foi de ce gouvernement, ils ont toujours dit, on va discuter avec qui? Ça va permettre que discuter va d'abord
fait enlever une certaine légitimité ou non officielle aux gens qui croient que, bon, tous les anglophones croient que ceci. Non, ça fera qu'on aura un point commun qui serait soumis au gouvernement le jour où il y aura un dialogue national. Ils viendront avec un sujet et reculer. Moi, je concède, quand vous voulez faire la paix, vous devez être aussi flexible, vous ne devez pas être confrontationnel en disant que j'ai dit que le 29, c'est le 29 et 30 ou pas. Vous faites cette concession pour que ce que vous êtes en train de faire, pour aussi enlever les idées des conspirationnistes qui ont dit non, c'est des gens qui veulent peut-être troubler leur... Non. Moi, je pense que, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bah, j'avoue que je reste un peu sur ma soif, parce que quand vous dites tous les enfants du nord-ouest et du sud-ouest, il est clair qu'il y a un certain nombre d'arguments qui font croire que certains, du moins les amis d'Hervé le disent, ceux qui par exemple ont pris les armes, ceux qui ont pris les armes contre la République doivent répondre de leurs actes. Est-ce que cela voulait compter parmi les participants à ce genre d'assises? Certains estiment qu'il y a des questions sur lesquelles il ne faut même pas... qu'il ne faut pas poser sur la table, comme la sécession, par exemple. Or, il y en a qui sont pour cet argument-là. C'est pour ça que je dis... Attends, rapidement, je vais répondre avant de laisser les autres. Je crois que soyons quand même honnêtes intellectuellement. Ceux qui ont pris les armes doivent aussi parler. Pourquoi je dis cela? Et puis ceux qui sont pour la sécession doivent aussi être présents. Pourquoi? Parce que dans la propagande dite indépendantiste, on fait croire aux gens que c'est une religion au Cameroun occidental, tout le monde veut se séparer du Cameroun. Mais vous verrez que si on laisse que tout le monde vienne s'exprimer, ça ferait que peut-être ceux qui croient qu'ils sont les majoritaires vont se trouver minoritaires. Et même les gens, les groupes armés, ça fait quoi? C'est une maison, c'est une famille. Dans une famille, quand les gens sont en difficulté ou il y a qui est en contestation, on doit donner l'opinion à tout le monde. Ceux qui veulent que le pays ici ne marche pas, moi je ne veux pas venir ici raconter n'importe quoi, c'est les amis de M. Evenkom. Parce que M. Evenkom, si vous aimez le pays ici, si vous avez des enfants, vous avez un enfant sur 5, un enfant qui va s'égarer, vous faites tout, vous êtes quelqu'un même, vous êtes un chrétien, vous faites tout que cet enfant-là revient à la maison. Mais avoir les attitudes jusqu'au boutiste, si vous l'avez tapé à un moment, l'enfant-là, vous n'allez plus le taper. Vous avez le sentiment que pour ces assises-là, tous les éléments de clarté, de lucidité, je veux dire, sont sur la table pour qu'on puisse accorder un certain crédit, une certaine pertinence à l'initiative? Vous savez, construire la paix n'est jamais facile. Et donc, encore une fois, si on cherche un scénario parfait, pour commencer, on ne l'aura jamais. Donc, il faut accepter de commencer avec des formules imparfaites. Je crois que le problème qui se pose ici, et qui se pose depuis le début de la crise, c'est la question des enjeux identitaires de ce problème. C'est-à-dire, que veut dire être Camerounais aujourd'hui? Est-ce qu'au sein de ce pays qu'on appelle Camerounais, et dont nous partageons la citoyenneté, on peut reconnaître des sous-identités et que des gens se réclament, entre guillemets, anglophones. Qui sommes-nous pour leur dire vous n'avez pas le droit de vous sentir anglophone? Alors, donc c'est pour dire que pour la citoyenneté n'exclut pas des sous-identités. Et pour un pays qui a une histoire comme la nôtre, et donc qui a hérité d'une histoire particulière qui d'ailleurs la distingue des autres pays africains, il faut accepter qu'au sein d'une même république, qu'il y ait des identités ou des sous-identités. Ce n'est pas propre au Cameroun. On le retrouve dans beaucoup d'autres États qui ont, à la limite, choisi la forme fédérale à l'indépendance. On le retrouve au Canada, on le retrouve en Belgique. Et donc, je ne vois pas pourquoi l'idée que les Camerounais qui se sentent ou se réclament d'une identité anglophone veuillent d'abord se parler. C'est comme une étape vers un éventuel dialogue national. Pourquoi ça devrait poser problème? Vous direz comme Elie, tout le monde, y compris ceux qui... Tout le monde, tous ceux, même ceux qu'on... Encore une fois, je dis, prenez d'autres pays, nous ne sommes pas les premiers à faire face aux difficultés
je veux dire, au pluralisme identitaire, construire une république à partir des diversités. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. D'autres ont ces mêmes difficultés. Allons un peu voir comment ils font. Donc, ce que je veux dire, c'est, vous prenez un pays comme le Canada, vous avez un parti séparatiste. Et qui fait partie du paysage politique, ça ne pose problème à personne. À la limite, essayons de vendre cette formule aux séparatistes, c'est-à-dire déposer les armes, constituer un parti politique et défendez vos idées devant le peuple. S'il vous vote, c'est ça la démocratie. Et donc, encore une fois, n'ayons pas peur de laisser les gens se parler. Sambaka d'abord, vous voulez réagir? Oui, je voudrais dire qu'il faut bien comprendre comment le Cameroun fonctionne. Hein. Moi, je suis un homme politique et je suis un observateur depuis un certain temps. Ce qui est embêtant dans ce jacobinisme, c'est que ceux qui gouvernent, ils aiment désigner les élites. Voyez-vous? Or, il y a une autre façon de faire, c'est que le peuple trouve ses élites. Exact. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a une affaire politique comme celle-là, on doit se parler. Toutes les tendances doivent être sur la table parce que ce qui va triompher, c'est le consensus. Or, nous, on sait qu'en politique, le consensus, ça veut dire je donne un peu, tu donnes un peu. Donc, il est probable que quand il y a un dialogue, on gagne toujours au change. Parce qu'aucun Camerounais ne veut la division du Cameroun. Il y a quelques petites personnes qui donnent pourquoi est-ce qu'ils veulent que le Cameroun se divise. Or, c'est un problème politique. C'est un problème de gestion de la cité. C'est un problème qui a été débattu. On sait très bien que du côté anglophone, n'est-ce pas, la gestion de la cité, elle était locale. Par contre, du côté francophone, elle a toujours été centrale. Donc, c'est un problème qui a été déjà débattu. Et moi, je suis embêté parce qu'il y avait eu des solutions qui avaient été trouvées en 91. Les solutions qui avaient été trouvées en 91, c'était tout simplement que nous devons partager avec nos frères anglophones, n'est-ce pas, leur façon de faire, parce que c'était la meilleure. Le Cameroun est en train de grandir, il y a des populations, le pouvoir central ne peut plus tout contrôler. Donc, à partir de ce moment-là, on copie ce qui était du côté anglophone, c'est-à-dire la gestion locale, et puis on fait ce qu'on a appelé pour le nouveau fédéralisme. Parce qu'à la réunion tripartite, on était sorti avec un projet pour qu'il y ait un nouveau fédéralisme, le fédéralisme des régions, c'est-à-dire la décentralisation, parce que le mot fédéralisme faisait peur à certains. Donc, on a utilisé donc la décentralisation. Maintenant, il était question de mettre le contenu de cette décentralisation. Et il devait donc avoir une tripartite 2. La tripartite 2 n'a jamais eu lieu. En 1996, on nous a sorti, sur la base des discussions qu'il y avait eu à la tripartite 1, une constitution qui se rapprochait, mais qui ne reflétait pas. Or, ce que vous devez voir, ce qui est fondamental dans cette affaire, c'est le contenu. Quand vous regardez aujourd'hui, on a créé un ministère de la décentralisation. Dans ce ministère de la décentralisation, on est encore revenu en arrière. C'est-à-dire que les services déconcentrés de ce ministère est rattaché au gouverneur, n'est pas rattaché à la région, c'est-à-dire à la présidence de la région. Vous voyez, au gouvernement de la région. Donc, vous voyez qu'il y a double emploi. Ça coûte cher, etc., etc. Donc, quelle est la décentralisation qui peut être efficace? Est-ce de toujours considérer que les élus sont des enfants et qu'il faut les guider? Ou alors, il faut mettre les élus devant leurs responsabilités. Si ça ne va pas, il y a le tribunal administratif, ceux qui contrôlent, à partir du pouvoir central, les traduisent, les appellent là-dedans. Vous voyez? Donc, il y a encore un débat qui est important sur le contenu de la décentralisation. Parce que pour le moment, après 1 an, 2 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, la tripartite c'était en 91, nous n'avons pas encore un début de décentralisation. Et vous voyez très bien que la décentralisation veut dire quoi? Ça veut dire le Cameroun par tous et pour tous. Et quand le Cameroun est par tous et pour tous, ça veut dire que nous réussissons ensemble, nous échouons ensemble. Nous avons des difficultés ensemble, nous les partageons. Nous avons du bénéfice ensemble, nous les partageons. Donc c'est un Cameroun de partage qui a été décidé en 91. Or, jusqu'à présent, le Cameroun est encore centralisé. Hervé. Non, il y a une très ancienne pensée grecque qui dit que lorsque votre interlocuteur ne comprend pas ce que vous dites, c'est que vous vous exprimez mal.
Je recommence. Lorsque quelqu'un à qui vous adressez ne comprend pas ce que vous dites, même si vous entend, c'est que vous vous exprimez mal. Non, c'est mal formaté. Et là, voici une illustration de ce dialogue de sourds que nous nous imposons inutilement. Il est tout à fait sûr et certain que la décentralisation doit connaître une accélération. Tu connais mes positions là-dessus. Et je pense que on ne peut plus décider de l'entretien d'une cour de récréation à l'école principale de la cité Sikaïondé, dans un bureau du ministère des enseignements de base. C'est ringard. On est d'accord. Il est tout à fait sûr, et là je voudrais répondre au père Lado, que nous sommes dans un système et nous devons le développer. La liberté d'opinion et d'expression doivent être garanties et sont garanties par la République. Alors quand vous prenez des exemples qui consistent à dire au Canada il y a un parti séparatiste, c'est bien si ce n'est que cet exemple que vous avez, mais ce parti séparatiste a ses activités dans le cadre démocratique d'une république et notre république est respectée. Voilà, bon, mais je suis heureux que le père Lado et moi soient d'accord, mais vous ne pouvez pas, mon cher Élie, inviter sur une table ceux qui coupent les têtes aux représentants de la République, inviter sur la même table ceux qui brûlent les drapeaux de la République, bousculent les représentants diplomatiques de cette République et dire que c'est une réunion. Il y a un moment, l'autorité de l'État est verticale et ce n'est pas par arrogance. C'est parce que l'ordre public ne peut être garanti que comme ça. Et puis revenons même, bon, puisque vous mettez sur le même pied d'égalité et les sécessionnistes et l'armée, ça j'ai pris l'habitude d'entendre ce contresens, il y a des gens qui pensent qu'on pourrait avoir une république sans armée, sans police, sans rien. Et à ce moment-là, vous allez au culte le dimanche comme mon pauvre chef de Kondo-Titi, on vous canarde devant les paroissiens parce que vous n'avez pas la même opinion que ceux qui viennent vous canarder. Eh bien, nous disons non, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Donc, le dialogue entre les compatriotes, oui, mon père, oui, mais il faut mettre les conditions pour que ce dialogue n'aille pas dans tous les sens. Oui, vous avez dit des choses que je partage tout à l'heure en disant que l'expression politique doit être libre, même de ceux qui disent des choses. Écoutez, mis à part le temps du bûcher et de l'Inquisition, aujourd'hui vous avez des partis anti-cléricaux et on ne les envoie pas au bûcher. Mais qu'ils le fassent sans venir brûler les églises et les paroisses et les chapelles. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous devons organiser le vivre ensemble. Si nous sommes d'accord, et là je réponds un peu à une interrogation, eh bien, si les gens pensent qu'ils peuvent s'exprimer, démontrer qu'ils sont majoritaires dans une région, sur une question, par exemple, sur l'unité du Cameroun, mais qui viennent l'exprimer à l'occasion des élections? Qui viennent s'exprimer à l'occasion des élections? Parce que l'élection ne consiste pas... Qu'ils aient foi en ces élections. Non, bon, là c'est un autre débat. Écoute, je ne vais pas invoquer la Bible ici devant un éminent intellectuel de l'Église que le père Lado, mais vous savez, si vous connaissez les conditions dans lesquelles Judas a été remplacé par Matthias, vous ferez très attention sur la question des élections, et c'est dans la Bible, et il sait de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est vrai, député, ce qu'il faut faire, c'est que ces élections, quel que soit le vainqueur, et je suppose que ce sera le candidat que je soutiens, on sera obligé de se mettre autour de la table. Et ceux qui vont être là à partir du 8 octobre, à la proclamation des résultats, doivent faire l'analyse de ces résultats pour voir qui a voté quoi, où, et en tirer des conséquences. Et là, vous m'empruntez d'ailleurs pour sortir de cette conférence et parler des autres sujets à cette période de pré-campagne. Quel serait donc, avec toutes les réserves qu'on a pu dire autour de ces assises-là, le schéma idéal, le format qui pourrait peut-être pas forcément avoir l'adhésion totale? Nous sommes des humains, c'est peut-être pas possible. Mais je veux dire qui pourrait rassembler le maximum de personnes autour d'une table pour trouver les solutions à cette crise-là, peut-être sous le schéma déjà de l'initiative prise par le cardinal. Quelle formule en termes de participants, thème de débat, lieu du débat et tout ce que ça peut comporter, Sambaka? Ben, je pense que
Je ne suis peut-être pas la personne qui devrait répondre à cette question, mais je vais donner mon point de vue. Absolument. Je vais donner mon point de vue parce que, d'un, je dirais que ce n'est pas la première fois qu'il y a la hors-conférence. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un vécu, il y a déjà un passé. C'est plutôt la situation qui a évolué, qui a changé, et c'est le contexte qui a changé. Mais je pense que rassembler, c'est déjà dans la façon de faire. J'ouvre la parenthèse gardant la question. Est-ce que justement, on fait des hall-conférences uniquement quand il y a des situations de crise? En cela n'est pas un problème? Ben, je pense que si ça a déjà été fait une fois, deux fois, et que c'est la troisième fois, peut-être que ça se fera beaucoup plus régulièrement. Ça peut devenir après une habitude. Et moi, j'invite les familles à se réunir, à se parler, pour voir un peu comment ils envisagent leur devenir. Alors, moi, j'ai dit, le Cameroun déjà est présenté comme l'Afrique en miniature. Donc, forcément, il y a des richesses identitaires. On parle de tout ça. Vous croyez que quand ils vont se réunir, ils vont seulement parler de la guerre? Non. Ils vont évoquer les traditions, ils vont évoquer l'identité, vous comprenez, l'histoire, etc., pour que certains même comprendront qu'ils ne sont pas anglais. Vous voyez? Donc, ce dialogue-là est un dialogue qui est important. Les sujets à mettre sur la table, ce seront des sujets qui vont permettre que, déjà, on prenne bien connaissance de la situation et ensuite qu'on puisse projeter l'avenir. Parce que le véritable problème là-dedans, c'est de projeter l'avenir. J'ai envie de dire, on va sortir de cette conférence pour dire plus jamais ça. Vous voyez, plus jamais ça. Pourquoi plus jamais ça? Et comment il faut faire pour que plus jamais ce genre de problème. Maintenant, je crois qu'ils vont ouvrir à certaines personnalités francophones parce que si déjà dans le programme on ouvre à certaines personnalités francophones, ça veut dire que l'idée même de la conférence, ce n'est pas la séparation. Vous voyez, c'est peut-être une certaine ouverture à des gens qui sont habitués à des conflits, etc. Moi, je peux vous dire, mon président, par exemple, Adamou Damdjoya, c'est quelqu'un qui est habitué à la résolution des conflits. C'est quelqu'un qui a été en Centrafrique, dans les Balkans, à Sarajevo, en Afrique du Sud, même avant que Mandela ne puisse être libéré. C'est eux qui ont négocié 3 ans avant avec les chefs Zoulou et autres. Donc, il y a des gens qui ont, n'est-ce pas, cette capacité d'apporter quelque chose. Si ils ouvrent à cela pour des consultations, ce serait une bonne chose. Donc, moi, je pense que ce n'est pas les sujets qui peuvent manquer, mais nos prières vont vers une résolution de la crise parce que à ce moment-là, ils vont venir avec le consensus et ensuite, comme Hervé dit, quand ceux qui seront élus, parce que là, ils voulaient me piéger, ceux qui seront élus vont ouvrir leur grand dialogue. À ce moment-là, ils vont venir, on ne va pas leur dire, on va discuter avec qui. Tout ça aurait été déjà balisé. Hervé, puis... Non, député, je crois quand même que oui, il y a beaucoup de choses que nous devons réussir, d'autres qu'on n'a pas réussi, mais on ne peut pas dire qu'au Cameroun, les gens ne se parlent pas. Le père Lado a dit tout à l'heure quelque chose que je partage, au sens laïque. Saint-Exupéry avait cette célèbre phrase, « Frère, si tu es différent de moi, loin de me laisser, tu m'enrichis. » Donc, le père Lado a dit tout à l'heure, la diversité est une composante de l'unité du Cameroun. Et le problème que nous avons, c'est là qu'il faudrait peut-être qu'on fasse une explication, on n'a pas besoin de faire une conférence politique pour que les communautés affirment leurs identités. On a le Ngwan au Cameroun, on a le Ngondo, on a le Bassa Batimpo, on a le Mundumba. Voilà, je parle un peu des groupes que je connais. Ce sont des lieux d'expression de l'identité des groupes spécifiques. Mais si vous ne prenez pas les Camerounais pour des naïfs, lorsque mon ami Elie Smith dit qu'il y a une crise de la représentation, je le partage, même au sein de nos rangs, il y a des gens qui font des assauts de moutons. Mais dites-moi un peu, si je prends la liste de tous les gens que vous avez proposé de mettre autour de votre all anglophone conférence, ils ont le mandat de qui? À part le fait qu'ils ont réussi à s'exprimer plus fort que les autres, certains sont même des aboyeurs professionnels, ils ont le mandat de qui?
Or, nous pensons que les élections présidentielles vont donner un mandat précis à celui qui doit encadrer ce genre de démarche, parce que quand même ça peut mettre en péril notre unité nationale et la forme de notre État, et qu'il faut amplifier des lieux de rencontre entre les autres. Je dis aussi une chose qui est quand même... je crois que cette conférence, ce dialogue doit être inclusif. Il ne faut pas qu'il ait, même d'apparence, un aspect exclusif. Et c'est là que j'ai un problème avec... Vous voulez dire, au-delà des anglophones, il faut ouvrir. Mais tout le monde a besoin de cela. Parce que les problèmes que posent au départ certains de nos compatriotes, que ce soit les avocats, les infirmiers ou les enseignants, ce sont les mêmes problèmes que connaissent ces populations du Vouli, dont je suis natif, ou de la Sangha-Maritime. Non, je termine en disant une chose qui est quand même très importante, parce que là, il faut qu'on soit clair. Parce que là, il faut qu'on soit clair derrière tous ces agendas-là. Vous avez des associations maintenant qui sont devenues des donneuses de leçons officielles qui vous disent voilà comment le Cameroun doit marcher. Mais Elie a dit tout à l'heure un problème, la crise de la représentation. Tu sais que nous partageons sur le même truc. Donc, il faut que ceux qui veulent que ça change ne commencent pas par utiliser les raccourcis pour organiser certaines choses, pour se mettre en avant. Alors, dans l'église, voilà un jésuite, et il a fait le choix d'être jésuite. Il ne court pas pour être encore que les jésuites, il y a un qui est pape, mais il ne courait pas pour être évêque. Donc chacun était à sa place. Ici, maintenant, on met comme ça, toute la République. On ne sait pas qui fait quoi. Et la meilleure façon d'avoir la clarté dans cette histoire, c'est de déposer les armes, de ne plus tuer les gendarmes, les militaires, les chefs et les ecclésiastes comme le pauvre les prêtres qu'on a tués et les populations. Il faut qu'on dépose, et que ceux qui ont pris les armes contre la République les déposent, et qu'à l'occasion des élections, qu'on laisse le peuple souverain s'exprimer. Elie Smith, dans l'introspection, que pensiez-vous pouvoir ajouter pour améliorer ces assises-là et en sortir un peu plus fort, un peu plus pertinent et avoir l'adhésion du grand nombre? Oui, vous savez que nous sommes des êtres humains, donc nous sommes imparfaits. Donc s'il y a à ajuster, ça va se faire. Mais de prime abord, on ne va pas changer pour faire plaisir à beaucoup de gens. Le canevas est clair et net. C'est quelque chose, c'est une réunion intra-anglophone. Et, non, je veux aller. Non, vas-y. Allez-y. Et c'est bien clair. Parce que quoi? Pourquoi on ne va pas? Et on a aussi ouvert aux autres francophones de venir observer. Oh, les francophones complaisants. Non, pas complaisant. Vous n'allez pas me dire qu'un monsieur comme Andamou Ndamjoya, c'est un homme complaisant. À vous l'inviter. Mais tout le monde qui aime ce pays et qui est honnête. Parce que le problème est que manifestement, il y a ceux qui n'aiment pas ce pays, ils mentent et ils prêtent des intentions qui n'existent pas. Tout ce qui est excessif et inutile. Comment est excessif? Tu n'as aucune qualité. Tu n'es pas une agence de... Non, s'il vous plaît. C'est un ami et je dis que nous devons nous respecter. Tu ne peux pas qualifier d'autres d'honnêtes, d'autres de malhonnêtes. Qui es-tu pour désigner? Si vous refusez, par exemple, quand vous dites qu'il faut discuter, on a toujours discuté ici. Par exemple, lui, monsieur Samba Kaela. Non, pas que parce que... Non, ça n'a rien à voir. Monsieur Samba Kaela, il peut vous dire, la tripartite, est-ce qu'il n'y a pas eu de concessions? Bien sûr. Et est-ce qu'on n'a pas de... Mais quand vous faites des concessions avec des gens et vous refusez d'appliquer, le problème est qu'on a un gouvernement profondément, je dois le dire le mot, elle est malhonnête, c'est vrai. Parce que s'il y a des autres personnes qui font des efforts, ils font des propositions, vous prenez ça, vous mettez dans les poubelles. Si aujourd'hui, nous avions les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est tout simplement que même la décentralisation, vous le savez très bien, que vous aviez voulu, vous refusez de l'appliquer. Donc aujourd'hui, on est dans des problèmes. Autre chose, vous avez oublié quelque chose, monsieur. Quand la mort de quelqu'un, qu'il soit civil ou militaire, n'est pas quelque chose de bien. On ne peut pas encourager la mort de quelqu'un, mais vous avez quand même aussi oublié aujourd'hui de mentionner les médecins qu'on a tués dans les hôpitaux de Achatou dans la Momo, ou les autres qui sont morts à Sandpit, à Boya. Nous n'encourageons pas la violence. La mort d'un militaire ou un civil, c'est quelque chose qu'on doit dénoncer. Et la conférence qu'on est en train de parler, si on amène des gens qui portent les armes, c'est pour les convaincre que, par exemple, le cardinal dit ceci: vous ne pouvez rien gagner en utilisant les armes.
et vous ne pouvez pas gagner contre votre République en utilisant les armes. Pourquoi vous ne vouliez pas qu'on discute avec tout le monde? En discutant, on va trouver une issue. Et je vais voir que quand vous allez gagner les élections, j'espère qu'au moment là, vous allez comprendre que il faut quand même discuter. C'est pourquoi vous avez laissé pourrir la situation pendant 2 ans, parce que vous vouliez gagner les élections. Oui, je voulais juste préciser une chose, parce que c'est bien de comprendre. Le problème du Cameroun, c'est qu'on a beaucoup de rendez-vous manqués. Vous voyez, il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Et le dernier rendez-vous manqué, c'était la réunion de la tripartite. Vous savez que quand on a trouvé quand on a trouvé ce consensus-là, n'est-ce pas, où le côté anglophone a accepté d'oublier la fédération et de mettre la décentralisation qu'on appelle aujourd'hui, nous avons demandé que la réunion de la tripartite soit discutée pour que le peuple sache ce qui vient de se passer. Donc il y a eu ce débat à la télévision nationale, n'est-ce pas? Et le ministre de l'époque de la communication est venu, il a repris la bande. Donc le peuple n'a pas eu les explications, parce que c'était l'une des conditions. C'est-à-dire on allait lever les impôts, on avait un certain nombre de choses qu'on avait faites, et il était question qu'on explique donc au peuple ce que la réunion de la tripartite avait sorti. Mais le ministre de l'époque est venu, il a retiré la bande à la CRTV, et ça n'a jamais été dit au peuple. Donc finalement, ce sont les journalistes qui ont écrit ce qu'ils voulaient écrire. Père Lado. Alors, bien évidemment, je respecte la posture républicaine de M. Com. Ceci dit, il faut quand même reconnaître que fondamentalement, ce qu'on a convenu d'appeler la crise anglophone est en quelque sorte la crise de l'autorité de l'État. Absolument. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Et là, l'État essaye de reconquérir cette autorité dans des conditions extrêmement difficiles. Et je crois qu'il faut un peu d'humilité du côté de cette autorité, de cet État, encore une fois, pour reconnaître que si ses propres enfants en sont arrivés là, c'est qu'il y a eu des erreurs. Et c'est pour cela que je dis, on peut relire, on ne va pas refaire ici l'historique de cette crise, mais quand on est honnête avec soi-même, on se posera quand même la question de savoir à partir de quel moment les gens ont commencé à tuer les policiers, les militaires et autres. Pourquoi? Et donc, il faut au moins se poser la question, pourquoi en sont-ils arrivés là? Et cette posture, et c'est pour cela que je crois que cette conférence, même si encore une fois, la formule n'est pas parfaite, crée un espace d'expression qu'on peut élargir progressivement et qui permettra justement à ceux qui croient que la solution ne se trouve pas dans les armes, des deux côtés, parce qu'encore une fois, il faut le rappeler, les radicaux et les extrémistes se trouvent des deux côtés, à ceux-là de se faire entendre et d'occuper un espace qu'on a longtemps laissé aux radicaux. Et donc pour moi, encore une fois, la crise, l'État a là une légitimité à reconquérir. On ne peut plus la prendre pour acquise, simplement parce qu'on a des institutions, une constitution, une armée, ainsi de suite. Une légitimité se conquiert et se maintient. Mais je suis heureux, je peux me permettre une impertinence à cause de mon vieil âge. Je vois que le père Lado prend de l'âge et devient très sage. Il était moi avant. Oh, ben nous nous connaissons. Il était moi en 90-91. Oui, nous nous connaissons, nous avons fait des débats ensemble. Non, le père Lado a raison. Et on est face à une situation où les torts peuvent être partagés, mais on ne peut pas mettre à équidistance ceux qui persistent et veulent perdurer dans l'agression permanente de l'autorité d'État avec des assassinats. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué le problème des médecins. Je n'étais pas au courant de cela, mais il y a d'autres problèmes. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on arrive à une situation d'instrumentalisation de notre drame pour résoudre ce drame. Et donc, je pense qu'il n'est pas trop tard pour qu'on le fasse. Et je peux vous dire que vous avez l'air de généraliser en pensant que le comportement radicaux de certains sont une ligne politique officielle de l'État. Non. Dans nos propres rangs, dans notre parti, nous sommes les uns et les autres engagés pour que nous restions un et indivisible. Et pour rester un et indivisible, il faut qu'on écoute tout le monde. Mais pour écouter tout le monde,
ça ne veut pas dire créer des espaces d'impunité. Et c'est là que nous avons du mal à nous rapprocher. Et en cela, l'Église peut servir, les églises, les espaces confessionnels peuvent servir. Mais lorsque vous vous attaquez aussi aux gens qui portent la soutane, on se pose la question où on va. Donc, je pense que trop, c'est trop. Enough is enough. Non, laissons ça à côté. Ah bon, parce que j'en ai beaucoup. Attends, Eli, enough is enough. Quand les politiciens se mettent à utiliser un drame national en pensant que c'est ça qui va leur ouvrir les portes de l'élection, c'est tout simplement malheureux. Et nous devons nous investir pour sortir de cette situation par le dialogue, à condition qu'on soit au moins sur un minimum de base de compréhension, qu'on ne détruit pas ce que nous avons reçu de nos ancêtres. Et là, vous me donnez l'argument pour un autre plan d'attaque dans ce débat, la pré-campagne électorale, on y est. Évidemment dans cet environnement, et je me retourne d'abord vers vous, les spécialistes de la politique. Sambaka, on a l'impression que effectivement, au regard de l'évolution de l'actualité, de la situation, les hommes politiques ne sont pas systématiquement préoccupés par ce qui se passe là-bas. Ils sont en campagne un peu partout, évidemment, sauf là-bas, ça peut s'expliquer, certes, mais je veux dire qu'on les entend très peu. C'est vrai que nous sommes également en pré-campagne. Peut-être qu'au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du 7 octobre, chacun va sortir son argument. Mais je veux dire que le cardinal, par exemple, s'est senti seul. On aurait pu penser que les hommes politiques, de façon ouverte, de façon officielle, se seraient exprimés pour ou contre. Chacun aurait peut-être donné son sentiment. C'est comme s'ils sont relativement loin. Non, en ce qui concerne, je pense même qu'il y a une vidéo qui circule. Et je l'ai faite ici, à la STV. N'est-ce pas, où j'ai donné mon point de vue. Et je pense que si ça a été retenu au point où les gens font circuler cela, ça veut tout simplement dire qu'il y a un point de vue. Moi, j'ai cet avantage parce que je suis dans un parti où le leader est habitué aux problèmes de résolution de crise. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, nous réfléchissons à cela. Nous savons très bien qu'il y aura d'abord le dialogue, il y aura ensuite une réconciliation, et à la fin, le pardon. Donc, c'est un schéma que nous, on connaît. On doit arriver à cela parce que c'est après le pardon que forcément le Cameroun va redevenir normal et puis les choses vont avancer. Bon, maintenant, nous, on aurait souhaité, c'est pour ça que j'ai un peu attaqué Hervé tout à l'heure, nous, on aurait souhaité que le dialogue ait lieu avant les élections pour qu'il y ait une pacification, n'est-ce pas? Parce que nous estimions que faire des élections dans le contexte actuel, ce n'est pas bon. Mais en même temps, nous sommes un parti politique. Parfois, des gens l'oublient, Hervé. Les gens oublient que l'UDC a des députés, l'UDC a des communes, l'UDC a des conseillers municipaux, l'UDC a des mairies qu'on a arrachées dans le nord, qu'on a arrachées dans le sud, etc. Donc, nous avons c'est pour cette raison, d'ailleurs, que vous allez voir que l'UDC n'est pas en train de faire comme les autres. Pourquoi? Parce que ce sont nos structures décentralisées qui sont en train de travailler. Moi, j'ai fait appel au président du Coupé Manengouba pour qu'il vienne me rendre compte ici, pour savoir s'il y a un espoir pour pouvoir battre campagne là-bas. Vous voyez, parce qu'en politique, il ne faut pas être absent. Et en politique, vous voyez, nous avons l'expérience qu'il faut. Nous avons l'expérience qu'il faut. Nous avons négocié au niveau de la tripartite, parce que c'est Adamou Ndamdioya qui était le représentant de l'opposition face au gouvernement. Nous avons réussi à obtenir la décentralisation. C'est quelque chose de fondamental et quelque chose de bien qui n'a pas été appliqué, certes. Mais ce que je dois dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez, ça fait mal de penser qu'on doit battre campagne, mais il y a des zones réservées. Ça fait quelque chose, vous comprenez, ça fait quelque chose. Et en même temps, les résultats qui vont sortir ne sont pas les vrais résultats parce que cette zone ne se serait pas exprimée valablement. Vous comprenez? Donc, on pourra avoir des résultats parce que ça peut se décréter. Hein? Donc, à la fin, les élections du 7 il faut voir au-delà du 7. Parce que les élections du 7 ne vont résoudre rien au Cameroun. Et je disais tantôt qu'au niveau même de l'opposition, le fait de se disperser, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Parce que les gens devaient être unis autour de concepts
de préserver l'identité du Cameroun entier. On doit aller dans des élections. Les élections se suivent, ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, on a un problème sécuritaire qui est un problème important, vital. Et si aujourd'hui, après 2 ans, nous n'avons pas encore trouvé la solution, vous devez donc comprendre pourquoi quelqu'un comme moi, j'étais à 100% pour que le cardinal Toumé fasse quelque chose, pourquoi on avance. D'autant plus qu'il n'y a pas une autre proposition alternative. Ah non. Vous comprenez, il n'y a, il y a que des procureurs de la République qui passent leur temps à critiquer ce que ceux qui veulent construire font. Et nous sommes habitués, nous connaissons le Cameroun. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans ce pays. Vous voyez, il y a une distance entre nous qui avons commencé la politique il y a bientôt 30 ans. Vous voyez, on était jeunes, et puis les jeunes d'aujourd'hui. Vous voyez, parce qu'il y a eu un gap là, où les jeunes n'étaient plus intéressés à la politique, etc., etc. Donc, quand des gens ne sont pas intéressés à la politique et qu'on ne leur offre pas la possibilité de s'exprimer, le résultat c'est quoi? C'est qu'ils deviennent des gens qu'on peut manipuler facilement. Alors, Père Lado? Alors, justement, quand on parle d'élections dans ce pays, moi, ça me fait... je veux dire, j'ai le sentiment qu'on ne vit pas dans le même pays. C'est-à-dire ceux qui ne parlent que d'élections. Je reviens de Bamenda. J'y étais ces jours-ci. Et j'ai parlé avec les gens. Là-bas, on ne parle pas d'élections. Les gens sont préoccupés par 2 choses principales. La survie et la sécurité. C'est tout. Alors, on peut tout à fait rester dans la posture républicaine et estimer que les gens ne peuvent... Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire que sur le terrain... Et donc, du coup, la question que l'on pourrait se poser, c'est est-ce que le 7 octobre va aggraver la crise anglophone ou va être une étape vers sa résolution? Je crois que personne ne peut donner une réponse tout à fait claire à cette question aujourd'hui. Ce qui me fait penser que s'il y a eu des raisons pour reporter les législatives, les municipales, alors qu'on sait depuis 7 ans qu'on doit les organiser, il y aurait pu avoir aussi de bonnes raisons pour reporter la présidentielle. Mais le problème, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas envisagé, ceux qui ont la possibilité de le faire ainsi. Donc, encore une fois, c'est que visons-nous, que voulons-nous, comment, la question de savoir comment allons-nous voter dans le nord-ouest et le sud-ouest reste entière, parce que au sortir de cette élection, si effectivement on n'a pas pu voter dans ces régions, et c'est possible, quelle sera la légitimité du nouveau président dans ces régions? Mais justement, ça repose le problème de la légitimité. Je vais vous donner la réponse. Oui, mais bien sûr, vous me donnerez votre réponse, mais c'est votre point de vue. Le vôtre n'est pas le vôtre. Non, c'est le mien, bien évidemment, parce que vous ne pouvez pas prétendre répondre à toutes mes questions. Non, je vais vous poser la question et le débat. Je peux vous donner, madame, ma réponse. Oui, donc vous ne m'interdisez pas de vous répondre. Non, justement, je dis que ne me dites pas que vous allez me donner la réponse. Non, je dis, je vais vous donner une autre réponse. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est nous sommes dans une situation où nous refusons de regarder la réalité en face. Psychologiquement, ce pays est fracturé, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Vous savez, quand on fait un concours de vocabulaire et que finalement on ne dit pas grand-chose, c'est terrible. C'est terrible. Parce qu'on fait comme si on est seul à vivre dans un espace alors qu'on n'y est même pas en permanence. On vient de l'étranger, on nous dit comment. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que je pense que toutes les disciplines ne donnent pas accès à la connaissance du fait que l'élection, la circonscription de la présidentielle, c'est le territoire national. Bon, ça c'est un débat qui ne va pas nous faire avancer, mais je reviens d'abord pour répondre à quelques insinuations vicieuses. En 2011, lorsque il y a eu la dernière élection présidentielle, c'est ça, n'est-ce pas? Tout le monde savait que la prochaine élection, c'est en 2018. Sauf si on voulait rompre le calendrier républicain. Et je dis tout à l'heure qu'il y a des choses qui ne valent pas la peine parce qu'on connaît le point de vue, les engagements des uns des autres, même si se cache derrière les robes ou quoi.
tout le monde sait ce que font les uns les autres. Mais la vraie question aujourd'hui est de savoir, vous avez posé une question à savoir que dans ce que vous appelez pré-campagne, mais ça dure depuis au moins 2 ans ou 3 ans. Il y en a qui sillonnent la République, qui vont partout, qui sont... la politique, les partis politiques sont devenus un peu comme les sur-glace. C'est-à-dire que vous avez plusieurs partis qui n'ont pas de programme. Et ils font les zigzags selon l'opinion, et c'est ce qu'on appelle le populisme. Vous voyez? Et il y a même des hommes en soutane qui sont dedans aussi. C'est-à-dire que leur programme politique, c'est « je fais tout pour suivre ce que je crois que l'opinion va entendre pour créer le buzz ». Bon, soyons sérieux, nous, au RDPC, parce que ça m'a parlé de l'UDC, nous nous sommes préparés, nous respectons les temps de la République et nous savons que la campagne officielle commence le 24. Nous sommes prêts, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons un candidat et ce n'est pas nous qui imposons l'agenda qui va être peut-être le point culminant de la campagne. C'est-à-dire que si on n'avait pas imposé à la République cette situation sécuritaire, on serait sur un débat sur d'autres questions. Mais vous-même, vous avez vu, je n'aime pas parler des absents, vous avez des leaders d'opinion qui vous donnent rendez-vous pour vous dire des choses, ils changent, ils viennent vous préparer, ils viennent vous présenter leur dernière conquête, parce qu'il y a de la transhumance généralisée maintenant dans certains endroits. Non, non, laissez-moi aller. Quand ils parlent, vous ne pouvez pas. Vous avez des partis politiques, s'il vous plaît, vous avez des partis politiques responsables avec des élus et qui sont incapables de présenter un projet alternatif. Ils font appel à des associations plus ou moins de fait pour venir dans la campagne est un peu tiraillée à gauche à droite par des initiatives qui n'ont plus rien à voir avec le jeu républicain. Alors, dans la pré-campagne, oui, la question sécuritaire sera centrale. La question sécuritaire sera centrale et elle entraîne avec elle aussi la question de l'unité du Cameroun. C'est une question de survie et de destin. Chacun a le droit d'avoir un point de vue. Mais vous ne pouvez pas nous imposer, monsieur, le père Lado, je ne sais pas si on a le droit de vous appeler monsieur. Oui, bon, voilà, heureusement vous êtes monsieur encore. Vous ne pouvez pas nous imposer votre vision du Cameroun. On sait ce que vous pensez, vous. Oui, d'accord? Et vous reconnaissez le droit. Vous avez utilisé un mot tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai dans ma lignée et des pasteurs et des prêtres dans ma famille. Vous avez dit que tout le monde devrait s'investir dans l'humilité, oui, y compris l'État. J'ai partagé cela avec vous. Vous aussi, mettez-vous dans l'humilité. Cessez d'être des donneurs de leçons inutiles qui ne font pas progresser la question qui est en train de nous faire peur, c'est-à-dire de vivre ensemble. Sur la pré-campagne, le déploiement des partis face évidemment à la situation sécuritaire et la situation sociopolitique. Non, moi, je ne veux pas venir ici parler personnellement. Je crois qu'il ne devait même pas avoir élection. Voilà, je suis clair de ça. Je ne veux pas faire je ne suis pas un hypocrite. Je vais vous dire ce que je pense. C'est clair. Pourquoi? Parce que moi, je pense, et lui-même, il le sait, il a fait la sécurité. Vous avez votre ami aujourd'hui à La Haye. Parce que... Sa femme a été libérée par tes amis, c'est une bonne chose. Exactement, que les libéraux, c'est les gens qui respectent les droits de l'homme. Qui prennent les otages aussi. Bon, ok, ça c'est une autre chose. Mais parce que moi, je crois que ces élections auront les germes d'une confrontation ou dispute qui peut vraiment avoir des problèmes après. Pourquoi? Parce que, non, prenons l'exemple des autres pays. Si vous organisez les élections quelque part, tu n'as pas besoin de sortir du MIT ou de Stanford et que vous avez 20% d'une population et d'une entité qui a une identité, qui n'y participe pas. Ma foi, il y a des candidats ici, aujourd'hui, des partis politiques qui vont vous dire qu'ils ont perdu parce qu'il y a 400 000 voix ou 500 000 voix qui n'ont pas participé. J'aurais cru. Quand pour moi, je vais conclure. Moi, j'ai toujours, vous savez, moi j'ai toujours cru que ce régime n'a rien fait de bon que de détruire le Cameroun. Mais, pour une fois, parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, reconnais-le. Quand j'ai vu qu'ils avaient reporté les élections municipales, les élections législatives, moi j'étais très content. Je me suis dit, ok, ils ont compris. Même les présidentielles là, le ciel ne va pas tomber si on remet aussi à une année et on s'assoit, on discute pour que tout soit pacifié. Donc, pour moi, c'est ça. Dans les pré-campagnes des partis politiques là, et ces campagnes, il y a peut-être 3 partis politiques ou candidats que moi je respecte, mais je voudrais voir parmi eux, en dehors de parmi eux, ceux qui disent, qui parlent de ce problème. C'est ça qui est important.
Parce que ça ne sert à rien de dépenser de l'argent, aller organiser les élections, et puis après ces élections, on va s'asseoir encore. Mais je suis content que votre champion a compris que la force ne résout pas des choses, que les gens doivent s'asseoir sur une table. Merci d'être son directeur de campagne. Non, je ne fais pas la campagne, vous le dites, parce que vous, quand vous venez là, vous êtes souvent dur. Mais je pense que nous devions, vous avez vu que même moi-même à un moment, là, vous êtes souvent dur, monsieur. Moi comme. Mais on est là, on voit vos positions. Je suis content. J'ai la force de mes convictions. La force de votre conviction est que mettez souvent de l'eau dans votre vin et sachez que c'est un pays. Ne cherchez pas souvent à, comment on dit, offenser les autres, peut-être vous faire plaisir à vos gens. Vous êtes quelqu'un de bien, monsieur Nkom. Ne faites pas ne faites pas quelque chose. Amen. Vous êtes dans un parti où c'est comme un homme qui aime une femme, que la femme ne le prend pas en considération. Ne venez pas faire des choses dans un parti. Encouragez vos amis à comprendre qu'un pays, on discute. Vous savez, le traité, l'Irlande du Nord, Martin McGuinness et Jerry Adams, ils étaient quoi? Mais est-ce que pour résoudre le Good Friday, ils se sont assis sur une table et aujourd'hui, il y a la paix en Irlande du Nord? Un mot sur les changements techniques quand pour plusieurs législatives et municipales. D'abord, je ne sais pas sur quels éléments peuvent s'appuyer les uns les autres pour dire qu'il n'y aurait pas élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Peut-être les mêmes éléments qui ont fait le report. Les éléments que vous connaissez, vous ne voulez pas admettre ici. Je vais y arriver. Les mêmes éléments qui ont fait le report des législatives municipales. Je vais y arriver. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, on n'est pas encore à l'étranger, s'il vous plaît. Et on n'est pas, même si tes amis ont essayé de l'appeler l'Ambazonie, on est bien au Cameroun. Et il faut faire extrêmement attention et avoir l'humilité de ne pas faire des déclarations. Deuxième chose, pour répondre à la préoccupation des uns des autres, le fait qu'il y ait eu changement de la Constitution et allongement du mandat présidentiel a entraîné un problème qui, pour les républicains, nous savons que dans un système républicain, il est bon que les élections législatives aient lieu après l'élection phare de la présidence. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vous le dis, franco, comme moi, je n'ai peur de personne et que tous vos supporters des raisons ne m'impressionnent pas, la vérité est que tout le monde a peur, sauf nous évidemment et les républicains. Beaucoup ont peur de ces élections, ils ne souhaitent pas avoir cette élection et ils ont souhaité le report d'élections pour créer une zone de non-droit, c'est-à-dire un pays qui n'est pas gouverné, où les groupes armés sortent de partout et vont faire des expéditions. Eh bien c'est non, Dieu aime beaucoup ce pays et l'élection aura lieu. Et pour terminer, je ne vais pas polémiquer avec vous, mais nous avons tous au moins quelques éléments partagés d'histoire. Regardez les élections, même aux États-Unis d'Amérique, où certains endroits, les voix n'ont pas été retenues et l'élection a bien eu lieu. Alors, vous n'allez pas arrêter la marche de l'histoire du Cameroun. L'élection aura lieu, c'est plus ou moins acquis, c'est un fait. Oui. Sera peut-être perturbée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Non, elle ne sera pas perturbée. Sera-t-elle démocratique ou non? Même si hier, toutes les forces de défense et de sécurité se sont engagées à faire des élections dans la sérénité. Oui. Alors, il y a quand même un problème qui est récurrent. Et je parle sous le contrôle de Sambaka, notamment au niveau de l'opposition camerounaise. On parlera du pouvoir. Si vous voulez, vous parlez que d'eux, parce que c'est ceux qui font l'actualité. Ce sont les cabris, ils sont un peu partout. Cette histoire de coalition au sein de l'opposition camerounaise, beaucoup de voix estiment que c'est l'une des alternatives les plus pertinentes pour essayer d'aller affronter le candidat de Hervé Ngom et ses amis. Et pourtant, quand on regarde les leaders, c'est vrai, certains se parlent, mais on a le sentiment que c'est traînant le pied qu'ils épousent cette façon de voir les choses. Coalition, candidat unique de l'opposition, est-ce que l'opposition semble vraiment elle-même prendre conscience des enjeux? Vous avez le sentiment que ces leaders-là ne donnent pas envie de laisser croire qu'ils ne jouent que pour eux et pas pour la République? Alors, je crois qu'il faut, si on regarde de près, n'est-ce pas, la configuration politique du Cameroun depuis 36 ans, parce qu'il faut le dire, l'opposition, pour ce qui mérite ce terme, je dirais, fait pratiquement la même chose
à chaque élection, peut-être en attendant des résultats différents. Et Alléluia. Einstein dit que c'est de la folie. Faire exactement la même chose et s'attendre à des résultats différents. Quand je dis faire exactement la même chose, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on est face à un système, parce que moi je ne me suis jamais caché pour dire que le dispositif électoral camerounais est très mauvais et qu'il a été taillé sur mesure. Et quand donc vous êtes face à un acteur de cette nature-là, qui a pris toutes les dispositions pour barrer la route à l'alternance, qu'est-ce que vous faites? Il faut avoir une stratégie. Et donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est, depuis 36 ans, quelle est la stratégie de l'opposition au Cameroun? Et je crois que c'est ça la question de fond. Si certains pensent aujourd'hui que c'est la coalition qui va favoriser une alternance, la coalition n'est qu'un élément de stratégie. Et donc, moi, j'aimerais plutôt poser le problème en termes de quelle est la stratégie de cette opposition face à un acteur comme celui que nous connaissons depuis 36 ans. J'ai pas l'impression que après les dernières élections et après les échecs répétés, cette opposition s'est assise sérieusement pour penser cette question. On a toujours l'impression qu'on attend la veille pour colmater des choses et espérer des résultats différents. Donc, moi, je pose plutôt le problème en termes de est-ce que l'opposition, face à l'acteur qu'est le RDPC, dont on connaît les méthodes... Lesquelles, mon père? Je m'excuse, dont on connaît les méthodes... Lesquelles, mon père? Oui, mais j'ai déjà dit ici que le système électoral est mauvais parce que pris en otage par cet acteur. Et vous êtes face à... Vous allez à une élection à un tour, n'est-ce pas? Et donc, vous ne maîtrisez pas le système électoral. Vous comptez sur quoi en allant en ordre dispersé? Donc ça, encore une fois, c'est des éléments de réflexion. Quelle est la stratégie de l'opposition face à un acteur comme le RDP? Elie Smith. Tu es dans l'opposition? Non, moi je donne mon point de vue, mon observation de l'opposition camerounaise, est que c'est un peu l'histoire des gens de notre sous-région. Ils ne sont pas honnêtes intellectuellement. Finalement, pour vous que... Non, je vais vous dire, bon, parce que je vais vous dire, non, on apprend des autres. On a un voisin qui est le Nigeria. Vous savez, pour que Buhari soit élu la première fois, après 3 ou 4 échecs en 2015, face à Goodluck Jonathan, c'est grâce à un homme qu'on appelle Bola Ahmed Tinubu. Bola Ahmed, qui était l'ancien gouverneur de l'État de Lagos, n'a pas dit que parce que je suis diplômé de Stanford et puis Buhari c'est un simple général Aoussa qui a eu la grâce des Aoussa et est devenu général, donc il ne mérite pas, mais il a été honnête en disant que son parti de l'époque, la ANPP, quelque chose comme ça, j'oublie le nom exact, était le plus grand parti intra-parlementaire à l'époque. Mais chez nous au Cameroun, c'est tout simplement que les gens, ils sont tous des individualistes, ils ne veulent pas reconnaître que Monsieur Nkom connaît des choses que je ne connais pas, ou Monsieur Njoya a déjà beaucoup d'expérience en ceci. Ils ne veulent pas. C'est les petits individualistes qui font le concours pour se faire voir. C'est ça le problème. Et autre chose dans l'opposition qu'on a eu aujourd'hui, il faudrait que l'opposition se renouvelle. Qu'on doit avoir les gens qui sont la réflexion de la démographie camerounaise. Et quand vous le regardez très bien, il y a seulement 2 individus qui le reflètent. Il y a soit M. Cabral Libi qui a 38 ans, qui est jeune, qui reflète, et il y a M. Joshua aussi qui a 49 ans. Comme ça. Oui, donc... Il y a Serge Espoir Matomba qui n'est pas plus... Lui, il est encore plus jeune. Bon, il y a aussi Serge Espoir Matomba. Bon, donc je dis, voilà les gens qui reflètent la démographie. Donc, ces gens-là devaient quand même se réunir pour voir. Mais le problème au Cameroun, c'est un problème équatorial. Eux, ils n'ont pas l'honnêteté, parce que l'honnêteté veut dire que vous êtes brillants. Vous avez la chance de vous avancer, je me mets derrière vous. Parce que vous allez voir que dans toutes les coalitions qui se passent, ceux qui disent qu'ils sont les initiateurs, ils initient pour que c'est eux qui soient devant. Et pourtant, si vous êtes humble, vous allez dire, ok, Père Lado, c'est un père jésuite, il connaît ceci, je lui mets devant. Donc c'est ça le problème. Donc si vous êtes face à un régime comme le régime camerounais,
vous devez vous unir. Mais le problème de l'opposition camerounaise, pas seulement au Cameroun, vous voyez au Congo, au Gabon, c'est la même nature, ils ne sont pas honnêtes. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas s'unir. Donc, oubliez les histoires en disant qu'il y aura une coalition. Il n'y en aura jamais, parce que les gens ne veulent pas admettre que, voilà, il y a les autres qui pensent parce que je suis avocat, parce que je suis ceci, je sais mon tour. Non, il n'y a pas de professeur dans la politique. Les gens, Lula n'était pas un diplômé de quelque chose. Khrouchtchev, qui n'était pas était un cordonnier. Donc moi, je pense qu'on doit être honnête. On a vu ici ce que les gens ont négligé. Les ont ridiculisés, ils étaient tous les bardés de diplômes. Ils sont où aujourd'hui? Donc je pense que ce qui gêne à l'opposition camerounaise, c'est que, un, ils ne sont pas humbles. Et puis deux, ils ne sont pas honnêtes entre eux. L'opposition se comporte-t-elle comme cet individu qui 2 fois ou 3 fois croise le même arbre dans la forêt? Non, voilà, nous avons parlé du contexte de ces élections aujourd'hui. Si on est homme politique et on ne tient pas compte du contexte, alors c'est qu'on n'a rien compris, première chose. La deuxième chose, c'est que les élections se suivent et ne se ressemblent pas. Nous avons aujourd'hui dans ces élections des candidats, et je crois qu'au niveau des partis politiques, il n'y a que 2 partis qui sont des anciens partis, n'est-ce pas? Le SDF et l'UDC. En d'autres termes, ceux qui ont, je dis dans l'opposition, qui ont des élus, qui ont des communes, qui ont des députés, voilà. Donc, l'UPC n'existe plus. L'UPC est un candidat. Ils n'ont pas, leur candidat n'a pas été bon, je dis dans cette opposition. Mais si vous observez bien, j'ai l'impression que le débat s'est transformé. Ce n'est pas un débat de nouveaux et d'anciens qu'on devait avoir. C'est un débat de tous les Camerounais qui devaient se retrouver. C'est nous, à l'UDC, on dit par tous et pour tous. Mais l'impression que nous ressortons là-dedans, c'est que quand on est neuf, quand on est nouveau, ça veut dire que on est d'actualité. Tout bon. Les partis politiques qui se sont consolidés, qui se sont formés, qui ont réussi à avoir des assises, ne sont pas importantes dans ce que je vois dans les réseaux sociaux, tout au moins. Mais sur le terrain, c'est forcément autre chose, et je crois qu'aux élections du 7, on va s'en rendre compte. Donc, il y a que nous avons une jeunesse, nous l'avons été dans les années 90, cette jeunesse. Et nous avons échoué en 92. Nous avons échoué en 97. Et les autres jeunes n'ont pas suivi. Donc il y a eu un passage à vide comme ça de la jeunesse. C'est au jour d'aujourd'hui que la jeunesse est en train de vouloir donc remonter, mais ne connaissant même pas l'histoire de leur pays. Parce que quand on entre en politique, on doit connaître, on doit savoir d'où on vient, comment on a cheminé, où est-ce qu'on va. Donc, la meilleure solution aujourd'hui, c'était la jonction des 2 générations pour qu'il y ait une transition qui puisse permettre que les jeunes gagnent en temps par rapport à ceux qui sont moins jeunes pour transmettre un certain nombre de choses afin qu'il n'y ait pas ce vide-là. Mais malheureusement, l'impression que moi j'ai, c'est que c'est comme si on était en train d'aller dans une élection de conflit de génération. Je ne pense pas que ce soit cela qui peut nous permettre. Nous avons donc besoin forcément d'une transition. Et si nous ne comprenons pas que nous avons besoin d'une transition, on va encore se gourer. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on a eu des élections en 2011. Il y avait combien de candidats? Est-ce qu'ils sont revenus? En dehors de quelques partis qui ont pris de position, qui ne peuvent pas aller aux élections pour le problème sécuritaire et autres. Ils sont revenus combien? Les candidats de 2011. En 2000, je ne sais pas combien. 4. Ils seront combien? Ah, ok. Qui vont revenir? Voyez-vous? Donc l'élection présidentielle est une élection importante. Mais la situation du Cameroun, qui est une situation d'abord sécuritaire, ensuite institutionnelle, nous amène à être un peu plus humbles et de dire que ce dont on a besoin, c'est d'avoir des règles justes.
si nous allons à ces élections, c'est pour renverser cette vapeur et permettre à chacun qui veut compétir de partir sur des bases saines. Autrement, vous direz le reste, c'est de la tricherie. Autrement, vous direz comme certains que des partis ou alors des leaders ou des candidats jouent et marquent contre leur propre camp. Oui, mais parce que quand vous regardez ce problème de sécurité, forcément, si je prends les dernières élections sénatoriales, le SDF, par exemple, a gagné au Nord-Ouest. Est-ce que le Nord-Ouest va voter? Si le Nord-Ouest ne vote pas, est-ce que vous pouvez mesurer ce que le SDF va perdre? Vous voyez? Alors, donc, il faut être humble, il faut être honnête, il ne faut pas tricher. Et c'est la raison pour laquelle la seule chose sur laquelle l'opposition devait se réunir, c'était de voir comment changer le code électoral, etc., etc. Donc, une coalition ne peut être qu'une... Non, le débat n'est pas vieux. Il est d'actualité parce que c'est ça qui va permettre au Cameroun de se relever. Donc, une coalition est dans ce sens-là. C'est-à-dire, nous allons nous mettre ensemble pour avoir plus de chances de gagner parce que c'est la politique de raz des marées qui peut renverser le régime en place. Étant entendu que le problème sécuritaire ne nous garantit pas un certain nombre de choses. Pendant ce temps, Hervé, vous, certainement vous buvez du petit lait. Non, pas du tout. Ça vous éloigne, ou alors ça vous épargne de faire votre bilan. 36 ans, je peux dire, hein, parce qu'en même temps, c'est une élection qui peut cumuler les autres mandats. Non, vous serez loin de faire votre bilan, l'opposition va se casser la gueule et tranquillement vous viendrez... Non, on devrait faire l'économie, tout cela. Pour ceux qui me connaissent, et autour de cette table, il y en a deux qui me connaissent très bien, je suis un démocrate. Je ne suis pas heureux de voir ce spectacle. Parce que le spectacle que nous vivons depuis quelques instants, c'est deux choses. D'abord, certains veulent transformer la vie politique et un moment essentiel, cette vie politique d'élection, en cours de récréation ou en parloir dans les universités. Et du coup, ça va dans tous les sens. On fait tout. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et nous, on a pour règle de respecter nos adversaires, dont nous ne nous mêlons pas de cette bataille, mais en tant que citoyens du Cameroun, nous assistons à un spectacle surréaliste. Voilà des gens qui ont déposé des candidatures à l'élection Cameroun et certains sont qualifiés pour la compétition. Si vous avez lu les journaux aujourd'hui, on a demandé les candidats ou leurs mandataires à venir présenter, choisir les couleurs et tout. Et ils continuent à faire croire au peuple qu'ils ont un problème à régler pour avoir un candidat. Donc en fait, ils ne savaient pas qu'il y avait élection. Et ce sont les mêmes qui nous donnent des leçons depuis 2 ans, 3 ans. Je dis donc au peuple camerounais, avec tout ce que tu subis, regarde le spectacle. Voilà les gens qui veulent te gouverner. Et là-dedans, il y a tellement d'apprentis sorciers. Il y a tellement de gens qui n'ont même jamais travaillé et qui réussissent la performance de souhaiter diriger l'entreprise Cameroun. Mon père, c'est possible. Est-ce qu'on peut être évêque dans un des non, je ne cite pas les noms. On peut être évêque dans un des sans être passé par le séminaire, c'est la magie. Donc, aujourd'hui, ce spectacle qui les concerne... Vous parlez donc coordonné tout à l'heure. Non, mais écoutez, lui, il a parlé de Khrouchtchev, mais ses amis américains, celui qui a envoyé la bombe... qui était... Nixon. Avant Eisenhower, avant Kennedy, Eisenhower, celui qui a remplacé Roosevelt, c'est un tailleur. Bon, donc pour revenir à la question, et puis Carter était un planteur de cacahuètes. Bon, donc vous dites qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir géré une Non, mais il faut avoir une expérience des affaires publiques. Vous comprenez? Quand quelqu'un sort directement de son cours du soir à l'université et qui vient vous dire que lui va transformer la République... Vous parlez de qui? Non, je cite personne. Ça peut être un enseignant. Quelqu'un sort de là-bas... peur de lui. Hein. Non, je n'ai pas peur. Écoutez, je vous ai pas interrompu. Moi, nous, on a une règle. Allez-y. Dans cette campagne, vous avez dit qu'il est votre ami. Non, c'est mon ami. Voilà. Et Sam, c'est mon frère. Dans cette campagne, nous avons décidé de respecter nos adversaires. Même s'ils ne nous rendent pas, nous les respectons. Donc, vous n'allez pas nous entraîner dans une querelle d'injures, comme certaines ligues le font là en ce moment. Nous nous adressons au peuple camerounais pour demander à ce peuple de ne pas se tromper, parce que c'est un rendez-vous pour son destin. Et donc, moi, je ne vais pas entrer dans ce qui se passe. Mais je ne suis pas un homme sans yeux. Je vois ce qui se passe et je dis que Dieu protège le Cameroun
que ce n'est pas de là que sortent celui qui doit le diriger. C'est pour ça que je pense que Paul Biya est le meilleur candidat, n'est-ce pas, pour la période que nous allons traverser, alors, parce que nous avons besoin d'un homme d'expérience. Non, vous ne me coupez pas. Non, nous avons, quand il parle de parole, je peux me permettre de vous couper. Vous savez, on avait dit à un moment que vous étiez remercié, mais bon. Nous y serons tous alors finalement. Ils viennent de là. Ils viennent tous de là. Non. Donc, non, pour terminer. Heureusement que c'était pour rire. Le Cameroun, et je vous le concède. Et il faut quand même rire de temps en temps. Absolument. Mais le Cameroun a besoin d'un président, un homme sage, un homme d'expérience, et qui nous permette de nous retrouver pour continuer la marche vers l'histoire. Et je pense que cet homme, c'est... Et Dame Dieu a quand même aussi ce profil-là, brillant, sage. Dame Dieu a ce profil, mais il se trouve que dans son propre noun, puisque vous m'obligez à parler des gens, il ne donne pas la preuve d'un dialogue, puisque tout le monde connaît les problèmes qu'il y a dans le noun. Oui. Vous voulez réagir? Moi, quand je parle aux gens, c'est parce que j'ai rassemblé ma maison. Vous comprenez? Non, je suis en train de refaire, Sam, nous qui sommes les enfants de cette ville, je suis en train d'essayer de réparer une maison de mon père. Et j'ai été confronté à une chose, est-ce qu'il fallait la raser aussi? J'ai dit non. Dans mon éducation et ma culture, on ne rase pas la maison de son père, on renforce les fondations. Vous comprenez? Et donc aujourd'hui, nous avons un problème, nous ne pouvons pas tout raser, nous devons renforcer. Le père l'a dit tout à l'heure, apprendre à dialoguer, réussir des choses qu'on a échouées. C'est important que je dise un mot à Hervé, parce que moi je l'inviterai dans le Noun. Parce que quand je vais dans le Noun, je suis vraiment séduit. Séduit par la démocratie qui s'y trouve. Vous savez, c'est pas facile pour un parti de l'opposition comme l'UDC de s'implanter vita aeternam, parce que c'est pratiquement vita aeternam. Ah, d'accord. Alors, si c'est vita aeternam, ça veut dire que les mécanismes, n'est-ce pas, qu'on a mis là, la loi électorale est bonne. Non, non, attention, attention, c'est la loi électorale. Parce que dans le Noun, il ne faut pas oublier que dans le Noun, on a traversé la possibilité d'être battu. Pourquoi? Parce que nous avons des mécanismes pour contrôler les votes. Et nous avons énormément de gens qui votent pour nous, à telle enseigne que même quand on réussit à tricher, c'est pas facile. Qui triche? C'est très très difficile. Qui triche? Le RDPC. Ah, voilà. C'est très difficile. Vous voyez? Bon, maintenant, c'est l'organisation. Parce que ce qui m'étonne beaucoup, ce qui m'étonne le plus, c'est que les gens parlent du Noun sans connaître le Noun. Parce que le Noun, à un moment, il y avait des rapports qui arrivaient, qui partaient à Yaoundé, disant que le Noun, c'est une autre république. Non, c'est parce que c'était démocratique et qu'on a mis dans la tête des gens qu'on ne peut pas évoluer si on n'a pas une éthique. C'est-à-dire que ne viens pas à l'UDC si tu es un faussaire. Parce que nous, on n'est pas d'accord avec ça. On pense que le Cameroun est tellement riche que si nous travaillons honnêtement, ceux qui travailleront auront le fruit de leur travail. Donc, on ne supporte pas un leader comme Adamou Ndiambuya si on n'aime pas la rigueur. Et or, ce pays a besoin de rigueur. Et peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui se méfient de lui. Ils se méfient de lui pourquoi? Parce que c'est la justice. Il faut la justice, il faut l'égalité, il faut une ouverture qui puisse permettre, c'est pour la raison pour laquelle, quand je regarde les gars du Nord, nos gars du Nord, mais il y a une décentralisation dans notre parti. C'est-à-dire que vous n'allez pas nous voir en train de demander à Adamou Ndiambuya de faire encore le tour du Cameroun. Depuis 90, il a fait le tour du Cameroun plusieurs fois. Et il ne fait pas le tour du Cameroun pendant les campagnes. Pendant la campagne, et je voulais terminer là-dessus, je dis, ça c'est par exemple une caractéristique de l'UDC. Le président de la République ne va pas faire les tours de la République pendant la campagne, parce qu'il le fait avant. Il le fait avant. Alors, aurons-nous le temps dans cette campagne, durant, pré-campagne ou même pendant la campagne, de faire véritablement le bilan? Peut-être au-delà des partis, le bilan de l'opposition par exemple, le bilan du parti au pouvoir, le bilan du Cameroun. Je veux dire que nous sommes au tournant. Nous sommes à la fin des années 2010, on va en 2020 déjà. Est-ce que ce n'est pas non plus l'occasion, l'opportunité véritablement de se regarder dans les yeux et de se dire quel Cameroun a-t-on eu? Quel Cameroun avons-nous? Et quel Cameroun voulons-nous? Ben oui, dans toute démocratie, c'est ce qu'on souhaite.
dans les grandes démocraties, en France, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe pendant la campagne? On met les candidats face à face. Absolument. Ils Programme débattent. contre programme. Programme contre programme, bien évidemment. Pas les gens qui ont les machettes qui coupent les têtes. Non, non, bien évidemment pas. J'attends toujours ce jour où, au Cameroun, le champion du RDPC sera face Mais à comment- d'autres mais candidats. c'est Non, quoi? non, Père, non, vraiment, non, vous avez une fixation. non, j'ai pas de fixation. Moi, bien, hein. J'attends vraiment, avec beaucoup d'impatience, ces moments clés de toute démocratie. Alors mettez de qui se l'ordre sur respectent. vos amis et qu'ils nous envoient un représentant. Non. Même avant qu'il y ait du désordre chez nos amis, il ne s'était jamais rien passé. Parce que Ah bon? je me demande comment. Parce que d'ailleurs, j'ai entendu un des pontes du système dire que on ne gagne pas une élection avec un bilan, mais par la séduction. Il a eu tort. Donc, Il a eu ok, tort, ok, on passe. il a eu, d'accord, Oui. il a eu tort. Merci de l'admettre. Donc, ce qui veut dire que, encore une fois, je le souhaite et je crois que beaucoup de compatriotes le souhaitent. Je me souviens, le tout premier débat qu'il y a eu en Côte d'Ivoire avant que les choses ne gâtent après, ça avait marqué l'opinion parce qu'on voyait ça pour la première fois. Et vous voulez dans donc un qu'ils contexte débattent de- avec les 8? Non. On peut, Vous choisissez le Encore que c'est pas un mauvais somme. on peut trouver une Qu'est-ce formule. que- C'est lui qui nous a mis un tout. Mon père, Je veux au moins qu'ils débattent avec au moins un candidat. Si déjà on a ça... lequel vous proposez? Non, je ne pas J'ai choisir. pas arrangé les choses. Non, Non, mais qu'est-ce qui empêcherait qu'ils débattent avec les 8? Voilà. Les 8. Puisqu'il a mis un tout. Écoutez, Puisque ils ça, n'arrivent pas à se rencontrer. C'est lui qui Et- défend le et ils bilan. sont dans une organisation où les non-candidats disent que c'est eux qui vont montrer le Monsieur Comte, candidat. c'est lui qui défend un bilan. Ça fait 36 ans qu'il est là. Venez, je vais Ah bah le oui, défendre, donc, Père justement. Lado. Donc, ce que je veux dire, c'est si ça pouvait... En France, au premier tour. Ouais. Mais bien sûr, Ah oui, si, absolument. si ça pouvait se faire... Avec tous les candidats. Exact. Parce qu'on aura probablement l'occasion de leur dire que si après 36 ans, le Cameroun est dans l'état où il se trouve... Quel état? Bah, vous le savez, on est en guerre. Vous voyagez beaucoup. Non, hein. non, on est en guerre. Mais je vous suis à l'étranger, mais vous commentez Là, beaucoup je suis la au politique. Cameroun, je suis au Cameroun. Ah là, présentement, Oui, je oui. suis au Cameroun. Le Cameroun est en guerre. Alors, si après 36 ans, on est en guerre, je ne sais pas quel bilan on va vendre. Donc, on pourra lui poser ces questions. Donc, c'est vraiment mon souhait le plus cher, qu'il y ait débat entre les candidats. Ellie Smith. Oui, moi je crois qu'il faudra qu'on fasse le bilan, pas seulement du régime. Parce que si on veut faire le bilan du régime, ça serait catastrophique parce qu'il a pris un pays qui était à revenu en intermédiaire, elle est devenue pauvre et très endettée, et elle est au bord de l'implosion. N'importe quoi. Maintenant, en ce qui concerne l'opposition, ils doivent aussi avoir le courage de faire le bilan que, ma foi, elle n'est pas bonne. Plusieurs dans l'opposition étaient au gouvernement. Non, Oui. ce n'est pas grave. À commencer Non. par le président Samba. Quel gouvernement? Mais il a été ministre. Où? Chez Souki. Il a été Eh bien, ministre. c'est Elie à la Pour qui tu parole. veux, il a été- Non, mais il faut qu'on Elie à la soit clair. parole. Il a été ministre, oui ou non? Elie. Bon, donc C'est je un pense... tort. Non, au contraire, j'applaudis. Donc je pense qu'on doit regarder les deux bouts. Hein. En tant que Camerounais, il faut que je dise que quand mon frère et ami Sambaka parle de la religion du Noun et l'exemple Il dit que du... c'est le paradis. Non, je n'ai pas entendu le mot de paradis. C'est ce qu'il a dit. Il dit que ce sont les gens parfaits. Hervé. La loi électorale est très bonne là-bas. Eh oui, La laissez- même que le père Lado veut changer. Laissez-les poursuivre. Donc, vous voyez l'exemple que vous venez de montrer, si l'opposition était un peu sérieux, on devait dire que comme lui, dans cette localité, il a réussi, prenons la stratégie et on l'utilise. C'est une stratégie. Voilà, et puis la stratégie que vous avez fait ou utilisée pour mettre en déroute la capacité de fraude du RDPC. Il faut quand vous même pouvez- surveiller votre On peut vocabulaire. pas- Eh ben, vous allez corriger après. Ah, d'accord. Oui, vous allez corriger. Laissez-le terminer. On peut partager. Laissez-moi faire au moins la police du plateau. Bon, ok. Elie, allez-y. Tel Donc, quel. there's no problem about that. Le problème est que l'opposition, honnêtement, doit aussi faire un bilan. Vous savez, en tant que Camerounais, quand vous regardez, on ne vient pas venir ici dire que le bilan est qu'ils n'ont pas eu le courage, par exemple, de dire que l'UDC a réussi à faire, prenons l'exemple de l'UDC, ou mettons le candidat de l'UDC avant. L'opposition aussi n'a pas aussi le courage de dire que le SDF a 18 députés, 7 sénateurs. En étant minoritaire. Bon, c'est vous qui le dites, hein, tu ne peux pas avoir... Non, monsieur, vous ne pouvez pas avoir... Non, écoutez, vous ne pouvez pas avoir 18 députés en tant que parti Je de parle des l'opposition. sénateurs. Ah, d'accord. Mais Ah, je ne veux pas la d'accord. dire... Non, monsieur, vous voulez un peu me mettre... Je veux être... Attendez. Terminez, Si et puis les autres l'opposition prendront la parole. si l'opposition est sérieuse,
si vous avez deux grands partis historiques de l'opposition qui ont une expérience, c'est entre ces deux-là que vous devez choisir un. Soit l'UDC, où vous dites que bon, le SDF est numériquement plus grand, nous on les choisit pour mener le MRC ne nous laissera pas faire. Hein. Mais le MRC, honnêtement parlant, de grâce, le MRC a combien de députés? Ils ont un député. Il ne faut pas que... Sur Internet, ils ont un million de députés. Non, monsieur, il faudra qu'on soit honnête. Non, j'ai juste ouvert une brèche. Non, mais j'en ai compris tout. Mais le problème est que moi, les histoires disent que j'ai 20, je suis avocat et quoi, ça ne tient pas. C'est sur le terrain. Et je crois que c'est celui qui a dit, c'est sur le terrain qu'on gagne une élection. Tu ne peux pas avoir 18 députés, on te dit que tu n'es rien. Ou tu as 5 députés, on te dit que vous n'êtes rien. Sur la question du bilan. Non, nous n'allons pas éviter ce bilan et nous sommes prêts à l'assumer. Il n'est pas parfait. Le président même dans son... Je dis que moi, bilan, je suis au-delà de votre parti, évidemment. Vous parlez de votre parti, mais je veux dire dans l'environnement. Dans l'environnement politique global. Oui, global. Écoutez, là, on a parlé du spectacle que donnent les cours de récréation de l'opposition. Ils font le même jour, à la même heure, 2 conférences de presse pour ne rien dire aux Camerounais. Ils occupent les médias, occupent Internet, occupent tout le monde, créent un buzz et utilisent le drame camerounais en pensant que ça va être le ticket d'entrée au paradis. Donc, moi, je garde mon souffle pour la campagne électorale parce que je ne veux pas disperser mon souffle. Même si on entend également votre bilan. Mais nous avons le respect pour des hommes comme les Sambaka et les Joshua aussi. La République doit fonctionner dans une organisation historique, c'est-à-dire une opposition responsable. Moi, ces candidats spontanés qui sortent de nulle part et qui viennent comme ça... Mais comme qui donnez les noms, vous n'avez pas... C'est pas mon problème. Vous n'avez pas de Joshua aussi, vous n'avez pas de Sambaka. Non, pour appuyer l'analyse que vous avez faite tout à l'heure, en disant que normalement, dans une négociation, on doit tenir compte de certains éléments. Oui. Écoutez, moi, je parle de quelqu'un là maintenant, dont vous connaissez le lien avec moi, mais qui n'est pas au RDPC. Si Samuel Eboa avait eu le même comportement que les gens de ces nouveaux partis, quel chaos il y aurait eu en 90? Exactement. Quand vous parlez de la fameuse émission télévisée, c'est mon beau-père, Samuel Eboa, qui l'a faite et qui n'est jamais passé, avec Ndamdioya. Ces gens-là avaient le sens du renoncement et le don de leur personne pour la République. Nous avons l'impression, Elie a utilisé ces mots à lui, qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent accéder à des positions, soit pour des raisons alimentaires ou de bruit, et qu'ils ne savent pas que c'est une charge extrêmement compliquée. Le Cameroun est un pays compliqué. Quand vous êtes obligé d'être en contradiction avec un père jésuite, même s'il est plus jeune que moi, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une fracture qu'il faut réparer. Et ceux qui réparent ça, ce sont des hommes d'expérience. Il n'y en a pas beaucoup dans ce pays. Croyez-moi, ce ne sont pas les agitations dans les campus universitaires ou sur Internet. C'est rien du tout. En plus, je termine là-dessus pour les provoquer. Si vous ne donnez pas la possibilité aux jeunes d'acquérir l'expérience... Père, non, je dis pas, mais je vous donne une information, je cite personne. Savez-vous que la plupart des gens qui s'agitent, insultent et disent le sens, comment on doit faire les choses sur les réseaux sociaux, presque tous, personne n'a une carte d'électeur. Non. Ce sont des corps étrangers, des parasites, qui viennent parasiter un débat qui est essentiel pour notre pays. La diaspora vote la présidentielle, non? Mais oui. Oui, mais ceux qui interviennent souvent sont ceux de la diaspora qui n'ont même pas de carte d'électeur. Je peux montrer la mienne. Donc, nous sommes à un rendez-vous essentiel où les gens qui vont prendre des responsabilités et qui sont engagés tous les jours, qu'on les respecte, quel que soit le camp dans lequel ils se trouvent. Je trouve que des personnalités dans l'opposition qui doivent être respectées sont malmenées par les nouveaux entrepreneurs politiques et qui sont des aventuriers. Sam? Oui, je vais vous surprendre peut-être, mais je ne vais pas faire de commentaires sur la gestion du RDPC parce que tous les Camerounais ressentent ce qui est. La preuve, tu es très heureux. Tu es un chef d'entreprise qui gagne beaucoup d'argent sous le régime du RDPC. Vas-y. Je vais être très dur avec l'opposition. Très dur avec l'opposition. Pourquoi? Parce que je dois vous dire, nous avons eu des élections sénatoriales la dernière fois. Et à l'UDC, on a pensé que le plan d'urgence communal participatif était quelque chose de fondamental parce qu'il n'y avait pas encore les régions et qu'on devrait donner la possibilité, n'est-ce pas, aux communes de se développer. Donc, il fallait distribuer 1 milliard de francs à chaque commune
sans regarder la taille de la commune, pour qu'ils puissent mettre en exergue des projets qui peuvent rapporter de l'argent et élargir l'assiette fiscale. On le fait pendant 3 ans. Pendant ce temps, on prépare la région et on met la région en place. J'ai saisi tous les conseils municipaux. Je les ai saisis tous. J'ai expliqué pendant toute la campagne ce qu'on voulait faire. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que Hervé est arrivé chez moi 2 jours avant les élections et me dit: tout ce que tu as fait, c'est dans l'eau. Tout ce que tu as fait, c'est dans l'eau. Tu n'auras pas une voix de plus. Il me l'a dit il y a 2 jours avant. Samy. Et ce qui est terrible, je vous dis ce qui est terrible, c'est qu'il y a des partis qui sont partis aux élections, d'autres qui ne sont pas partis aux élections. Mais les résultats ont donné 40 voix de plus au RDPC, dans le Vouril. Tout à fait. 40 Toi, tu voix voulais te faire de élire plus. avec les voix du RDPC. Je t'ai dit non. Attendez. Je t'ai dit non. Donc l'opposition ne pouvait pas voter alors. Ils ont voté RDPC. Ce qui veut dire que le RDPC a eu 40 voix de plus. Tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire. Oui. Et c'est là Et où mon père, je vais ils n'ont être pas pris très les menottes. dur avec l'opposition parce Donnez-nous le nom que des gens qui ont voté. Mais moi, je peux commencer à Yabassi. Voilà une moi je parle du Douala. Sambaka a la parole. Je suis en train de parler de Douala. Parce que si c'est pour Yabassi, ils savent très bien que les conseillers de Yabassi étaient venus me rencontrer, j'avais des problèmes sciatiques, et qu'ils étaient venus Ils me ont dire voté quoi? qu'ils allaient voter pour moi. Voilà. Et après, Quand les résultats sont sortis, tous les votes étaient au niveau du RDPC. Moi, Mais on m'a expliqué après ce qui s'est passé. Donc je ne Qu'est-ce reviens qui pas s'est dessus. passé? Je suis en train de parler de Douala. Douala le RDPC a eu 40 voix de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opposition a voté le RDPC. tout à fait. À Bamenda, on a eu moins de voix alors que la Donc, majorité. quand vous voyez des choses comme ça, moi j'ai dit, je vais commencer à dire la vérité aux gens, parce que c'est en ne disant pas la vérité pour ne pas fragiliser l'opposition que d'autres s'engouffrent dans cette affaire. Et il faut que l'opposition aussi devienne sérieuse. Merci. Il faut que l'opposition devienne sérieuse. L'anarchie. Parce que le résultat des courses, c'est quoi? C'est un programme que nous avons sorti il y a 4 ans. Maintenant 5 ans, au moment où nous parlons. Mais il y a 3 mois, il y a un pays de l'Afrique centrale qui est en train d'appliquer cela. Vous voyez? C'est un honneur pour nous. Mais malheureusement, c'était destiné au Cameroun. Alors si, au niveau de l'opposition, vous avez un bon programme et que les gens ne peuvent même pas l'adouber, ils préfèrent voter le RDPC que de voter un bon programme. Parce que nous, on a des bons candidats. C'est ça la véritable chose qu'il faut régler au niveau de l'opposition. Parce qu'on ne vient pas en politique pour faire de l'opportunisme. On vient en politique parce qu'on a des convictions. Parce qu'on peut avoir une vision, un plan d'action, des méthodes de travail. On ne vient pas à l'opposition. Donc vous êtes pessimiste. Bravo, Sam. Je suis en train de dire, parce que j'ai décidé depuis un certain temps Il faut de dire la vérité. Absolument. Parce que quand on cache la vérité, on ne fait pas du bien C'est la pour vérité les qui nous a jeunes. franchis. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui commencent à s'intéresser à la politique. Donc il faut qu'ils sachent comment est-ce que les choses ont été Donc ça, moi je veux être torpillées. concret. Ça serait Donc bien de pour donner vous, les l'opposition noms n'a aussi. aucune chance dans ces prochaines élections. Non, c'est pas ce que je dis. L'opposition peut se ressaisir à tout moment. En faisant comment? Et puis En retirant le candidat. mettre de l'éthique dans leur démarche. Mettre de l'éthique dans leur démarche. Alors l'autre C'est enjeu, important. l'autre enjeu de cette présidentielle, avait en passant tout à l'heure évoqué ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On suit quand même des débats également qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend de nos hommes politiques. Évidemment, notre enjeu, c'est quand même d'avoir une campagne, une élection saine, sereine, je ne veux pas dire propre. Y a-t-il propreté dans la politique? C'est la question essentielle. Mais je veux dire quand même qu'à la hauteur de ce que le Cameroun peut espérer. Comment fait-on pour y parvenir au regard des enjeux? Les enjeux qui, évidemment, pardon, pour chaque candidat, il est le meilleur, il a le meilleur programme, il est le plus intelligent. Mais je veux dire que dans le débat, Eli Smith, comment concrétiser cela pour qu'on ait une élection à la hauteur de nos intelligences? Il faut seulement que les différents candidats soient
je ne sais pas quand j'ai utilisé le mot honnête ou Humble. Parce que déjà sur les réseaux sociaux, vous voyez les prétentieux qui pensent qu'ils sont représentatifs sans qu'on ne les voie. Ça, c'est un. Et autre chose, ça serait bien quand même, si vous voulez vraiment que l'opposition soit honnête, par exemple, les 40 voix qui ont voté pour le RDPC, on appelle ça en anglais naming and shaming. Vous les faites parce que ça ne serait pas bien que les gens viennent sur les plateaux, ils sont sur les oppositions et ils vont derrière à la communauté urbaine de Douala et votent pour le RDPC. Non. Non, moi je voulais que c'est lui qui donne les noms. Le jour qu'il ne va pas donner les noms, moi j'ai des noms, je vais donner les noms. Vous voyez, donc je vais contribuer à la vérité. Oui, oui, je vais c'est tellement facile à Il y a un savoir. jésuite ici. Hein. Pour les gens qui ont on des va pas donner les conseillers... noms. Non, les gens qui ont des conseillers municipaux à Douala, c'est pas difficile de... On va pas donner les noms. Donc je trouve que pour que ça soit sain, il faut l'humilité. L'humilité veut dire que je sais que Père Lado connaît ceci et je m'abstiens à insulter ou dénigrer. Je commence, je suis nouveau, je donne ma proposition. Et qu'autre chose dans la politique, quoi qu'il a dit, est que pour la plupart du temps, pas seulement au Cameroun, en Afrique généralement, les gens n'ont pas d'idéologie et de conviction. Moi, par exemple, je suis ultra-libéral. Capitaliste. Je suis, oui, et je ne veux pas beaucoup du gouvernement. Je ne veux pas que le gouvernement vienne me dire que fait ceci, moi je suis à gauche ou à droite. Mais beaucoup de gens, malheureusement, qu'ils entrent là-bas, c'est une entreprise. Quand on ne t'a pas donné de l'argent aujourd'hui, tu quittes, tu vas de l'autre côté, vous faites des transhumances. Last market. Vous voyez exactement. Donc, pour que ça soit sain, il faudra que les gens soient humbles, je ne sais pas quoi dire, et reconnaître qu'il y a ceux qui ont plus d'expérience que nous. Peut-être nous voulions faire la concurrence ou compétir avec eux, mais on le fait avec du fair play. Ah oui. Non, mais moi je reviens. Moi, je suis presbytérien. Je crois que chaque chose a son temps. Et beaucoup de gens veulent faire la politique en prenant les échafaudages. Vous comprenez? Là où nous, on passait par les escaliers. Nous étions à Paris, tous les temps, on a milité. Et on a milité et tout. Je vois, je lis ici et là, des gens qui me disent aujourd'hui que je serais un enthousiaste du RDPC parce que j'attendais une nomination. Écoutez quand même. J'ai occupé une place qu'aucun Camerounais a occupée jusqu'à aujourd'hui. J'ai été directeur central d'une banque sans décret en plein Paris, une des 10 premières banques au monde. Donc, ce que dit Elie Smith est vrai. Il y a des gens qui viennent sans conviction. Certains n'ont même jamais été baptisés dans une église. Et c'est très dangereux. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas la foi est quelqu'un de très dangereux. Vous comprenez? Dans le livre de 1 Timothée, je crois, 5-8, celui qui ne prend pas soin des siens, et particulièrement ceux de sa famille, est pire que quelqu'un qui n'a pas la foi. Non, nous sommes les enfants de l'Église. Bon, donc, je parle devant un jésuite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Elie Smith et Sam ont mis le doigt là où il y a un problème dans la vie politique, y compris au sein du RDPC. Des gens qui viennent par opportunisme, des gens... Et quand on a une question essentielle pour notre devenir, comme ce que nous vivons actuellement, ils bottent en touche sur des débats artificiels. Et vous voyez, le Cameroun s'expose, il fait, je m'excuse mon père, il fait du striptease social sur des réseaux, on insulte tout le monde, et n'importe qui se lève dit et n'importe quoi. Incroyable. La liberté d'expression, c'est la liberté d'insulter. Vous comprenez? C'est totalement inadmissible. Ouais. Je prends à mon compte ce qui a été dit aussi bien par M. Combe que M. Elie et même M. Sam, c'est-à-dire il faut non seulement créer des espaces de débat sur des contenus, absolument, mais il faut un code éthique aussi pour se parler. Ça ne veut pas dire que, bon, nulle part la campagne n'est un jeu d'enfant, mais il y a une manière de dire certaines choses qui respectent la dignité de l'autre. Donc il faut un code éthique. Troisièmement, il faut réussir, et c'est là où les politiques ont un gros défi à relever au Cameroun aujourd'hui. Il faut réussir le défi de réconcilier les Camerounais avec la politique. Absolument. Parce que là, vous voyez, même quand on prend les chiffres des inscrits, le chiffre de cette élection est en baisse par rapport
Je veux dire, oui, 6 millions cru alors qu'il y avait 7 millions. Il y avait 7 millions. Donc ça veut dire qu'il y a une désaffection quelque part. Et donc, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ça se produit ainsi. Est-ce que c'est un manque de confiance aux institutions, aux personnes, au contenu? Et je crois là aussi que les médias ont un rôle fondamental à jouer. Si les candidats ne veulent pas aller au débat, mettez les dos au mur. Mais mon frère, les médias font le buzz. Ils invitent souvent des aboyeurs en pensant que ça apporte l'audience. Oui. Ils n'invitent pas les gens sérieux comme ce soir. Oui, monsieur. Monsieur Corbet, est-ce que vous pouvez nous garantir que si on invite votre champion, il viendra à une Par table exemple, comme c'est Si mon père, Oui. le débat arrivait au niveau éthique et du respect des uns des autres, Oui. je peux vous assurer qu'il viendra. J'ai eu des occasions de discuter, c'est un homme qui est ouvert. Mais vous avez raison, il y a là un problème dans notre vie publique. C'est-à-dire que certains débats sont l'occasion pour des no-names, et je m'excuse du mot, pour insulter ceux qui ont une... Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un, même parce qu'il n'est pas catholique, vous respecte pas dans votre dignité des jésuites. C'est inacceptable. Vous avez des gens ici qui insultent le cardinal. C'est-à-dire que sorti de la cathédrale, il devient son égal. Non. Père fini, non. Et puis Sambaka. Oui, donc je me dis que si on arrive à assainir cet environnement, encore une fois, ça peut réconcilier les Camerounais avec le jeu politique et on pourra... Le problème, c'est que là, on met entre parenthèses le volet sécuritaire, on suppose. Absolument. Que ça pourra effectivement relever un peu la qualité des élections. Ça. Oui, je dois dire que ce qui me fait le plus mal, c'est d'avoir traversé toute cette période-là. La période où j'étais jeune et maintenant. Et de voir comment progressivement on a souffert les jeunes qui ont pris de la distance pour qu'il n'y ait pas le relais. Il n'y a pas eu le relais pendant un certain temps. Et ça fait très mal. Et si aujourd'hui, je vois les jeunes revenir vers la politique, vraiment c'est un soulagement pour moi. Mais pas dans le désordre, ça. Voilà, et c'est là où je vais intervenir pour dire que si j'ai décidé aujourd'hui de dire la vérité, ce que je me suis... Pas que j'ai menti avant, mais c'est que je me suis tue sur un certain nombre de choses. Et moi, j'aimerais que quelqu'un vienne me démentir. Donc, je vais commencer à leur dire, à ces jeunes-là, comment les choses se sont passées et pourquoi on a échoué. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas progressé? Pourquoi est-ce qu'il faut être humble? Pourquoi est-ce qu'il faut s'aimer? Pourquoi est-ce qu'il faut dialoguer? Pourquoi il faut être prudent aussi? Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de taureaux dedans. Pourquoi est-ce qu'il faut penser à l'avenir? Et c'est eux qui constituent cet avenir. Moi, je connais des jeunes qui sont très construits. Hein? Qui sont très construits. Tu vas prendre un gars comme Franck ici. Ouais, qui est né à la chaumière. Tu prends l'exemple que les gens mais que je tu as peux parler fabriqués, que des gens que je connais. Parce que ta maison était un laboratoire. Je peux parler que des gens que je connais. Cabral Libi qui est candidat aujourd'hui. Excellent candidat, mais qu'il attend son temps. Je le connais, il est excellent. C'est pas pour rien qu'il a donné le goût aux jeunes de s'inscrire. Les jeunes ont commencé à s'inscrire. Vous voyez? On l'a taxé de ceci, on l'a taxé de cela. Mais non, il faut continuer la route. Mais il faut savoir que on ne peut pas faire une république qu'avec les jeunes, contre les vieux. Il faut faire vivre ensemble. Ils veulent nous euthanasier. Il faut vivre ensemble parce que c'est les jeunes qui doivent apprendre des plus âgés. Peut-être que les vieux mettent les conditions favorables nous le faisons. Pour le relais, nous le faisons. pour la continuité. Tout à fait, nous le faisons. Si les vieux attendent que les jeunes viennent les bousculer... C'est l'absence des jeunes, pendant une décennie au moins, qui a fait en sorte qu'il y ait ce décalage. Et je vous dis, c'est maintenant que les jeunes sont en train de revenir. Oui, monsieur Samé, mais est-ce que vous avez l'impression quand même que dans les partis politiques, il y a de l'espace pour les jeunes? Chez nous, RDPC, oui. Parce que c'est une des plaintes que l'on entend des jeunes, c'est-à-dire que c'est des structures où ça ne se renouvelle pas. Et donc, c'est les mêmes qui occupent la même. Voilà, donc les jeunes se plaignent. Voilà. Ils se plaignent. Voilà. Moi, je veux un jeune qui se plaigne, qui est construit, qui a travaillé. Vous comprenez? Mais qui ne revendique pas la place parce qu'il est jeune. Oui, il revendique la place parce que
Il a été bloqué alors qu'il est compétent. Beaucoup de ces jeunes veulent faire la saute-mouton. C'est un sport qui est dangereux en politique. Il y en a ceux qui ne veulent pas le faire. Donc, bon, ça serait aussi bien qu'au sein de votre parti, même par exemple à Douala 5e, au RDPC, qu'un jeune là-bas comme Jacob Kiari, vous le mettrez comme votre candidat. Votre candidat. Très bon exemple, comme c'est ton protégé. Kiari est maire adjoint. Il a été tout, il a eu beaucoup de choses, et il a été président de la jeunesse jusqu'à la limite de son âge, donc statutaire. Bon. Donc nous, au RDPC, on n'est pas fermé, mais moi, je suis un exemple. Ce que dit le père Lado est la vérité. Je m'excuse pour mes camarades du RDPC. Il y a des camarades du RDPC qui se permettent parfois de me dire, vous les jeunes, vous dérangez. Je dis à 65 ans, ils ont quel âge? 85 ans? Mais qui vous le disent en 85 ans? Certains même 70 ans seulement. Comme j'ai le physique, bon, je ne sais pas, ils disent, vous dérangez. Donc, le père Lado a raison. Il faut que les générations n'aient pas peur les unes des autres. Absolument. Et que nous soyons ouverts. Nous, on demande de transmettre l'expérience. Mais quand vous voyez un jeune qui à peine maîtrise que le vocabulaire de 40 mots d'injure et qui veut vous apprendre ce que vous avez vu et que lui ne verra jamais, parce que le monde qui s'en va ne revient pas. Et il y a le mot de la fin. Oui, le mot de la fin que moi je remercie quelqu'un comme Sambaka qui encourage les jeunes. Il finance. Il a encouragé les Cabral Libi, les Franck ici, c'est une bonne chose. Donc il faut toujours faire la transmission entre les jeunes et les vieux et les anciens. Ce n'est pas une lutte générationnelle. Ben, le mot de la fin, c'est, je crois que nous aspirons tous à un Cameroun plus paisible, plus prospère. Et je crois que personne ici ne travaille à la destruction de ce bien commun à nous tous, parce que c'est en fait ce qui nous unit. Et donc, le souhait, c'est qu'effectivement, dans une posture d'humilité, nous arrivions tous à nous mettre autour de la table comme on le fait là. On n'est pas tous du même bord idéologique, mais on peut se parler sans s'insulter. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut promouvoir dans ce pays pour libérer la parole et que les gens souffrent un tout petit peu. Sambaka, pour sortir. Oui, pour sortir, je dirais tout simplement que les enjeux sécuritaires, les problèmes que nous vivons aujourd'hui demandent que nous soyons un peu plus humbles. La jeunesse, je les appelle, moi je suis près des jeunes, et j'appelle la jeunesse, n'est-ce pas, à s'associer avec nous, c'est-à-dire ceux qui sont de bonne foi, de bonne volonté, pour qu'on échange. Parce que le relais, il faut que le relais soit consistant. Nous avons aujourd'hui ce que l'on appelle le développement local. Je vous ai dit pendant la campagne, ce que j'ai proposé, c'était pour dire aux jeunes que le problème du Cameroun n'est pas d'avoir 100 000 emplois. Avec ça, c'est des millions et des millions d'emplois. Donc les jeunes ont de l'avenir, à condition qu'ils prennent le bon créneau. Hervé. Non, mais moi, je suis heureux parce que là, je bonifie toute personne sur Terre. Et je suis heureux que le père Lado atteigne l'estime de la sagesse. Je partage ce qu'il a dit. Nous avons besoin d'être ensemble pour réussir. Le père Lado dit que les élections ne sont pas opportunes. Non, ça c'était un point de vue débat. Mais le mot de la fin, c'est l'harmonie générationnelle pour que ce pays soit le pays des gens heureux. Voilà, monsieur, merci. Merci à vous également, chers panélistes, d'être restés jusqu'à tard pour apporter du vôtre dans le débat qui recourt tout au long de cette campagne. Évidemment qu'on va le poursuivre dans nos prochaines éditions et nos autres plateformes sur STV. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table.